Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis avec Emeric. Bonjour. Et vous le sentez venir? Oui, vous le sentez venir. Vous l'attendez. Cette période d'effervescence dans Magic qui arrive maintenant toutes les 5 à 6 semaines, on dirait, à force. Mais c'est la spoiler season qui vient de se terminer, donc du coup on va vous faire un débriefing total, complet et absolu de toute l'édition. Autant dire qu'il va y avoir beaucoup de vidéos, ça, je vous préviens tout de suite, ça va être très fourni comme analyse, cette extension. Ouais. Et quelle extension, me direz-vous? Les rues de la nouvelle Capenna, la prochaine extension qui sort du coup à la fin de ce mois d'avril. Et ma foi, on a beaucoup de choses à dire. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Vous sentez la petite musique de jazz qui commence à monter, c'est parti les potes. Ouais, c'est le moment où on va parler de la nouvelle Capenna. Un tout nouveau plan quand même, c'était assez intéressant de voir les premiers visuels tomber et l'annonce. C'est un peu excitant, je trouvais. C'est pas Ravnica, la cité des guildes, encore une fois. C'est non, il y a une autre ambiance, il y a quelque chose de différent. Et justement, même dans les commandants, il y a pas mal de choses intéressantes, puisque, alors, pour vous présenter un peu la chose globale, la nouvelle Capenna est dominée par 5 familles donc tricolores, qui du coup régissent un peu la vie de ses habitants. C'est plus ou moins les différentes familles mafieuses, mais bon voilà, c'est plus ou moins légal, d'après ce qu'on comprend. C'est ok, on a fait les deals, c'est un peu comme les guildes dans Ravnica. Sauf que comme c'est tricolore, on retrouve pas les tricolorités qu'on avait eu dans Tarkir avec les combinaisons ennemies, mais on retrouve les tricolorités qu'on avait eu dans Alara, donc ça commence à remonter loin, 2007, je crois, un truc du genre. Non, un peu haut, quoique. Ouais, si, 2008, si. 2007-2008, ouais, quelque chose comme ça, donc ça commençait un petit peu à faire longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un bloc qui était basé sur les tricolorités alliées, et c'est pas plus mal, parce que, bon, Alara, autant, ça reste un peu dans le cœur, tu vois, mais bon, avec ce qu'on attend maintenant de Magic, on va dire qu'il y a pas mal de trucs qui ont mal vieilli, quoi. Ouais, c'est vrai que, disons qu'en plus aujourd'hui le power level n'arrêtant pas d'augmenter, ça devient assez compliqué en effet d'avoir des cartes intéressantes, de Alara, à part quelques cartes spécifiques qui sont toujours aussi jouées. J'avoue que ça c'est des choses qu'on... Mais bizarrement elles sont rarement tricolores, c'est souvent les monocolores d'Alara qui ressortent un petit peu. Je pense à quelques-unes, là, je me dis, ouais, c'est vrai que celles-là, elles viennent d'Alara à la base, elles ont été rééditées pas mal de fois. Bon. Mais ici, on retourne sur cette tricolorité alliée, et peut-être pour proposer quelque chose de nouveau, on espère. Oui. Et écoutez, on va faire simple, on va commencer par les commandants. Alors, évidemment, on va ne parler que des commandants de l'extension, donc des draft boosters, des rues de la nouvelle Capenna, ce que vous pourrez obtenir durant vos avant-premières dans les packs, etc. Les boosters, ceux qui sont les boosters d'extension seront abordés dans une autre vidéo avec les decks. Les decks seront abordés à part, voilà. Et on a encore toutes les autres cartes de l'édition dont on parlera également dans une autre vidéo, parce que sinon, vous êtes partis pour 6 heures, et nous, on n'a pas 6 heures devant nous. Non. Donc voilà. Non, clairement pas. Non. Donc voilà. Et on va commencer avec les monocolores, et ensuite on fera famille par famille, justement pour parler un petit peu des mécaniques de ces familles-là. Et le premier commandant monocolore, il n'y en a pas beaucoup, mais celui-ci, c'est un commandant blanc, qui s'appelle Giada, Fontaine de l'Espoir. C'est un ange légendaire qui coûte 2 mana, dont un blanc, qui est 2/2, qui a le vol et la vigilance. Et chaque autre ange que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec, sur lui, un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Et vous pouvez l'engager pour faire un mana blanc, ne dépensez ce mana que pour lancer un sort d'ange. Ça a l'air très
très très orienté comme deck, si on décide de la jouer en commandant. On va être mono blanc ange. L'avantage c'est que t'as un petit caillou en zone de commandement quand même si tu vas être limité sur ton tribal. Elle a des stats plus que correctes, puisque bah, c'est un bon grizzly quoi. C'est 2-2 pour 2 vol vigilance, c'est très bien. Le côté boost avec boost pour les anges, bah, je pense que c'est moins bien que ça en a l'air, parce que pour moi t'as jamais beaucoup d'anges quand tu joues ange. Tu vas en avoir 2 ou 3 grand maximum. Même si bon effectivement ça va déjà leur donner des bonus, mais c'est pas non plus... Moi ce que j'aime bien vraiment c'est le fait que t'as ton caillou tribal en zone de commandement. Voilà. Ouais, c'est très intéressant en effet. Moi je suis un peu hypé parce que j'ai toujours vu un défaut dans la plupart des gens qui veulent jouer Ange, ou qui veulent jouer la Sainte Trinité de Kaalia bien sûr, c'est « Ah attends, on va mettre des grosses bêtes », parce que les grosses bêtes ça fait peur. Et le problème c'est qu'en effet, bah oui, elles font peur les grosses bêtes, mais qu'est-ce que tu fais avant les grosses bêtes? C'est ça toujours la question. Surtout dans un tribal où t'as assez peu d'accélérateurs généralement. Ouais. Bon là on en a un nouveau du coup qui est génial. Mais là ça sera peut-être l'occasion en fait de jouer des anges plus moyens mais beaucoup moins chers en termes de coût de mana. C'est ça, voilà. En fait il y a un autre truc aussi, c'est que t'es pas obligé de t'en tenir à... Bon c'est mieux de mettre des créatures anges parce que sinon la deuxième ligne de... Enfin, la capa pour ajouter du blanc ne sert pas à grand chose, mais il y a aussi surtout beaucoup de moyens de faire des jetons anges. Et du coup, tu vois par exemple, tu mets une ascension du Luminarque, Giada, ça commence déjà, tu vois, tu peux commencer à parler. Et là, effectivement, comme tu dis, tu mets des anges qui sont un peu moins chers mais très bons. Je pense notamment à celle de Lyra, tu sais, de Dominaria. Ouais. Qui va donner +1/+1 lifelink à tes anges, je crois. Et tu as aussi, et t'as aussi l'autre ange à laquelle j'avais pensé, c'était Sephara, où du coup t'as tes jetons, tu vas engager 3 jetons, et en plus ils vont être indestructibles, tu vois. Et t'es pas obligé du coup de payer 8 pour avoir une Avacyn. Ouais. Donc moi je pense que si on m'imposait de jouer Giada, je le montrais comme ça. Ouais. D'ailleurs je pense à un truc, tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble qu'il y a une carte de Kaldheim qui était très bonne aussi dans les decks anges, même s'il y en a eu quelques-unes. Hein. Moi je pense à l'aspirante de Starnheim, qui dit que tu réduis de 2. Ouais, mais elle coûte 3, on est bien d'accord. Hein. Donc ouais, elle coûte bien 3 et tes anges coûtent 2 de moins. Donc effectivement, tu la joues elle, tour 3 tu joues l'aspirante. Mais l'aspirante qui n'est pas un ange, donc tu peux pas utiliser le mana de Giada. Voilà. Mais au tour 4, du coup, ça veut dire que tu as une réduction de 2, plus logiquement tu devrais arriver à 4 mana en plus on-board, plus ton commandant. T'es là, t'as 5 mana plus une réduction de 2, tu peux déjà lancer un ange à 7. Ça sent pas mal en fait. Ça sent pas mal, mais ça c'est c'est la sortie champagne. Voilà, c'est ton petit setup parfait, donc forcément ça se passe pas mal. Voilà. Après voilà, on a d'autres réducteurs de coûts qui existent pour les tribaux, hein, donc voilà, incubateur d'Urza par exemple. Le truc, c'est ne tombez pas dans le... entre guillemets, dans le piège de vouloir foutre que des grosses créatures à haute mana value, en fait, ça sert à rien. Enfin, je pense pas que ça puisse fonctionner correctement comme ça. Non, en effet. De toute façon, voilà. Toujours faire attention au tribal à avoir une curve bien équilibrée et pas mettre un gros paquet trop élevé ou trop bas. Le commandant suivant, c'est un commandant mono bleu qui s'appelle Délinquant Artiste de Rue. Donc Délinquant, c'est son prénom. C'est une créature légendaire humain et gredin qui coûte 1 mana bleu, c'est une 0/3, elle a le flash, le défenseur et la célérité. Et pour 1 et 1 bleu, on peut l'engager, copier un sort ciblé que vous ne contrôlez pas, qui n'a pas été lancé. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Ouais, alors que vous contrôlez, hein, voilà, juste que vous contrôlez mais qui n'a pas été lancé, ça commence à devenir un peu compliqué quand on y réfléchit, ça veut dire que c'est déjà un sort qui a été copié. Ouais, c'est ça. Parce que la suspension tu le lances quand même, le fortel aussi, techniquement quand tu ranimes quelque chose, bah tu le lances pas, donc du coup, enfin, c'est pas un sort, en fait il revient directement en jeu, c'est très bizarre, donc c'est forcément un jeu copie de copie. C'est ça. Et c'est particulier en fait. C'est ça, Errant est fait, enfin Errant c'est son nom en anglais, excusez-moi. Délinquant est fait uniquement pour copier des choses qui sont déjà dans la pile en fait. Enfin des copies qui sont déjà dans la pile et qui t'appartiennent. Ouais. Donc ouais, effectivement, c'est space. C'est space, et en même temps, en fait, finalement, on se rend compte que c'est une pièce qui existe, enfin qu'on nous donne, qui va aller très bien dans les trucs qu'on connaît déjà. Pour ceux qui connaissent Narumea,
Et je pense même que Non. t'avais déjà fait quelque chose en plus dessus, je crois. Non, je sais plus. Sur Narumea, t'avais sur jamais fait un deck? Narumea, non, j'ai déjà mis des combos Narumea dans certains decks. Ouais, mais c'est jamais ma combo la- win dedans. Ok, Jamais le commandant lui-même. d'accord. Donc pour ceux qui connaissent pas, j'explique vite fait Narumea. Narumea c'est un sorcier qui date de Dominaria à la base. Et en fait quand Narumea entre en jeu, tu peux copier un sort d'éphémère rituel que tu contrôles. Et tu peux choisir de nouvelles copies. Et en fait avec une superbe carte qui s'appelle Ghostly Flicker, tu pouvais te permettre de faire des boucles de copies infinies d'un sort. Maintenant, Ouais. avec Magecraft, qu'on a eu avec l'année dernière, et tu peux t'amuser à... T'as un payoff à toutes les copies des copies que tu fais. Par exemple, Archimage Émérite qui dit pioche une carte. Ou le petit nain qui dit fais un trésor. Et avec Délinquant, ça vous donne en plus une autre variante de copier un truc qui est déjà dans la pile. Donc si vous copiez un sort qui copie déjà, donc par exemple Jumelance, je suis désolé pour le monteur, hein, mais ça va faire beaucoup de cartes à ajouter. Jumelance, et du coup, tu crées ta boucle de sort qui dit je vais copier un sort qui copie un sort. Donc du coup, avec ce sort qui copie ce sort, je vais copier le sort qui copie le sort, et ainsi de suite. Et là, en fait, vous partez dans une boucle de cast, où vous avez votre payoff à côté. Donc, par exemple, Archimage Émérite, vous piochez votre bibliothèque, Oracle de Tassa, GG well played, on passe à la suivante. C'est assez impressionnant parce que du coup, ce que t'évoques, les boucles de copie, c'est aussi un nouveau kill alternatif sur Ralzarek, du coup. Ouais. Ouais, bah oui, parce que Ral, c'est vrai que Ral, c'était... Le conduit de l'orage. Le conduit de l'orage qui était la première carte qui avait... c'est dis-moi que t'as Magecraft sans me dire que t'as Magecraft. C'est ça. Mais la différence que là, du coup, Délinquant doit être dans le deck. Tu peux pas le jouer en zone de commande. Ouais. Mais C'est vrai que effectivement. C'est un peu le souci qu'on voit, c'est que c'est un commandant qu'honnêtement, je me verrais pas vraiment jouer en tant que commandant. Non. Par contre, dans les decks, comme tu dis, il a vraiment sa place à certains endroits et il va être bien, quoi. Ouais. Parce que le problème, encore une fois, c'est que si tu sors en mono bleu, sorti de Oracle de Tassa, je vois pas quel wincon tu peux jouer. C'est compliqué. Ah, attends, peut-être... Non, la tour de Battle Bond, c'est que au cast, hein. Il me semble que c'est que au cast, en effet. Mais voilà, il y a très peu de façons de l'utiliser en mono bleu tout court, avec lui en commandant. En plus, parce que même dans les sorts bleus, t'en as pas tant que ça qui copie, hein. C'est beaucoup du bleu-rouge. Le rouge aime bien copier aussi. Ouais. Mais le mono bleu, c'est compliqué, hein. Ouais. C'est assez compliqué. Après, Donc bon, plutôt dans le deck. Voilà, c'est ça. Le commandant suivant monocolore, c'est Jaxis, la fauteuse de trouble, une créature légendaire humain et guerrier qui coûte 4 mana, dont un rouge, c'est une 2-3. Pour un rouge et en l'engageant, défaussez-vous d'une carte, créez un jeton qui est une copie d'une autre créature ciblée que vous contrôlez. Il acquiert la célérité et quand cette créature meurt, piochez une carte. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et il a également le blitz pour 1 et 1 rouge, c'est un coup alternatif que vous pouvez utiliser, et en fait si vous le lancez pour son coup de blitz, il acquiert la célérité et quand cette créature meurt, piochez une carte, et sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Alors, première chose à dire, oui, elle ressemble à Vi de la série Arcane, pour ceux qui ont vu, ils ont la ref, bravo. Deuxième truc, le blitz, est-ce qu'on peut blitz depuis la zone de commandement pour son coup de blitz tout le temps? Est-ce que ce sera tout le temps 1 et 1 rouge? Alors, tu peux le lancer pour son coup de blitz, mais il y aura toujours la taxe qui s'appliquera. Parce que comme c'est un coup alternatif que tu payes, il y a quand même les taxes qui vont s'appliquer en plus. Ok. Donc on n'est pas sur une capacité activée depuis la zone de commandement. Ça. Donc ce sera 2, puis 4, puis 6, etc. C'est ça. Ok. Sinon, j'aime beaucoup la carte. Je trouve qu'elle va très très bien avec un commandant rouge qu'on aime bien tous les deux, qui est Feldon. Oui. Parce que là, tu vas pouvoir défausser ta créature avec Jaxis. Après, si t'as Feldon à côté, tu pourras continuer à l'utiliser. Ils font tous les deux une copie, enfin un jeton qui en fait des copies. Donc je pense que elle rentrera très bien, soit à la tête, soit dans un deck Feldon, où tu vas avoir quelques très bonnes créatures de début de game. Donc typiquement un Simulacre Solennel, etc. Et ensuite, tu vas pouvoir te permettre de mettre des bien plus grosses bêtes. Une Wormcoil Engine ou je sais pas quoi. Ça m'a l'air d'être voilà, un petit côté sneak attack un petit peu. Et du coup, ce qui est bien, c'est que si vous avez un setup avec par exemple les conscrits zélés et un moteur de sacrifice, vous pouvez continuer à typiquement un Hôtel Phyrexian, vous pouvez continuer à piocher les cartes
à faire des copies de votre conscrit zélé, dégager Jaxis et recommencer. Et à chaque fois, avec le jeton que vous allez copier, si on garde Solemn Simulacrum ou conscrit zélé, bah du coup, tu peux vraiment faire beaucoup de trucs. Et c'est... Elle est cool, elle est très cool. Le fait qu'elle soit en mono rouge, c'est même plus gênant en fait maintenant. Quand on regarde... Imaginez juste faire des... Combien de bots de Dockside vous allez pouvoir faire, enfin c'est... Oh mon dieu. C'est cool. Pourquoi on a pensé la même chose là-dessus? Bah, c'est vrai que c'est assez con quand même. ça tombe sous le sang, sang, c'est le problème c'est le problème des staples et des habitudes de construction qu'on a maintenant. T'as envie de mettre des trucs, tu vois, donc... Ouais. Jaxi, c'est intéressante. Alors, en plus, pour ceux qui comptent s'acheter une boîte de booster de l'extension, bah, c'est aussi la Buy a Box que vous aurez, donc voilà. C'est plutôt sympa, d'ailleurs, de retrouver une légendaire directement en Buy a Box, voilà. Ouais. Donc, vous pourrez vous amuser avec. Et comme tu disais, ouais, ça se rapproche de Feldon. En fait, il y a une certaine synergie avec le fait qu'elle fait défausser des cartes. Du coup, que tu peux ranimer avec Feldon derrière si elles sont beaucoup trop chères à lancer. C'est assez drôle. Il y a vraiment cette double synergie entre attaque furtive. C'est un peu la sainte trinité pour moi qui fonctionnera dans le deck. C'est Jaxis, Feldon, attaque furtive. Et t'es là, ok, il va se passer vraiment des conneries là. Donc bon, tu peux faire un peu n'importe quoi. C'est ça, la moindre créature, tu vas l'avoir 3 fois, quoi. Donc... Enfin, pas 3 fois parce que tu fais toujours une copie d'une créature qui est en jeu avec Jaxis. Mais du coup, voilà, tu peux faire une copie de la créature que t'as défaussée, 2 copies de... Enfin, avoir l'original plus une copie de la créature que t'as attaque furtive avec. T'es là, what? C'est un peu con-con. La prochaine carte, c'est le Prétor de l'édition. Urabrask, Prétor hérétique, créature légendaire Phyrexian et Prétor, qui coûte 3 et 2 rouges, c'est une 4-4 célérité. Au début de votre entretien, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Au début de l'entretien de chaque adversaire, la prochaine fois qu'il devrait piocher une carte ce tour-ci, à la place, il exile la carte du dessus de sa bibliothèque, il peut la jouer ce tour-ci. Alors, j'avoue que je l'avais mal lu. Au départ, je pensais qu'il faisait exactement le même effet pour tous les joueurs. J'avais pas lu que c'était un effet de remplacement pour les adversaires. Donc j'étais là, oh, on peut le jouer group hug. Non, n'essayez pas de le jouer group hug, les adversaires vont vous détester, bien évidemment, c'est pas possible. Après, on en a un peu discuté entre nous, et c'est vrai que c'est un commandant assez particulier. On retourne sur un des prétors, alors, je vais pas vous faire l'histoire, mais Urabrask qui s'est un peu frité avec les autres prétors, bien sûr. Il paraît qu'il aime pas trop les Schnorn. C'est ça. Et, notamment, voilà, mais voilà, il s'est barré, du coup. Et c'est assez intéressant, parce qu'on retrouve encore une fois ce côté asymétrique sur sa capacité. Mais un peu comme le premier Urabrask, de la même façon, on n'est pas sur une capacité qui est extrêmement oppressive, sauf si elle a tendance à arriver en début de game. Parce que plus Urabrask va arriver tôt dans la partie, plus son impact va être lourd pour les adversaires, pour le coup. Et ça peut être chiant, parce que bon, en mono rouge, je sais pas si vous connaissez, il paraît qu'il y a quelques cartes qui permettent de gagner beaucoup de mana en une fois, en one shot. Donc genre on a calculé un Urabrask tour 2, c'est tout à fait faisable. Là les adversaires vous allez vraiment les emmerder. Par contre, c'est vrai que s'il sort au tour 5, bah la plupart ils en auront plus rien à faire en fait. Parce que l'impulse draw que vous leur donnez qui est obligatoire pour eux, eh ben... voilà quoi, c'est... À ce moment-là en fait la carte ils auront probablement beaucoup de chances de pouvoir la jouer, à moins que ce soit des jeux qui jouent beaucoup sur les éphémères. Voilà, les contresorts, tout ça. Et mais derrière, lui, il vous donne une Impulse Draw qui est plutôt correcte. Je veux dire, on n'en est pas au niveau de Vorinclex ou Gijin Taxias à dire c'est bon, mes terrains ils font double mana, ou alors je double mes marqueurs, ou alors tiens vas-y je vais piocher beaucoup plus de cartes, ou alors je vais doubler mes sorts, et là non. Et c'est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Après la question c'est où est-ce qu'on va? Bah pas bien loin j'ai l'impression, malheureusement. Je trouve la carte ok, mais pas en elle-même. Genre, je veux pas voir quelqu'un venir à une table et dire je joue Urabrask, Prétor hérétique, et je suis sérieux, bof, tu vois. Par contre, elle sera bien dans notre deck. Évidemment, la première ligne, bah en fait, c'est une redite d'Outpost Siege, siège de l'avant-poste, ça donne une carte en plus, donc c'est très bien. Hein. Si tu joues Prosper, si t'as envie de tester de jouer la carte, tu peux. La deuxième, en fait, on a l'impression que ça va être... Ah, dis donc, c'est super gênant. La première carte que les gens y piochent, on la sait, et c'est machin. Ouais, mais en fait, bah du coup... Le seul truc que ça donne, le seul truc que ça donne aux autres, c'est que
tout le monde sait ce que enfin, tu vas savoir ce que tous tes adversaires vont piocher. Puisque la carte, la première carte du moins. Parce que la carte, elle sera exilée. Du coup, et en plus, c'est même pas un effet de pioche. Mais du coup, je vois bien ça dans un shell, tu fous ça dans un deck un petit peu staxy. Tu vois, par exemple, si quelqu'un fait... tu fais Magistrat de Drani, tu rabrasques, bah tu sais que la première carte de chaque joueur, ils pourront pas la jouer. Ouais. C'est déjà ça. Mais par contre, il y a rien qui... Et ça, je trouve ça dommage avec la carte. Ils ont pas poussé le design jusqu'à fond. Il manque un truc, en fait, pour que la carte soit vraiment bien. Pour moi, c'est pas une bonne carte. Ça fait très longtemps, hein. Mais pour moi, c'est pas une bonne carte sur Abrask. C'est trop cher pour l'effet que ça fait. Ce qui est censé être... Les Praetors sont censés être ultra unfair avec les autres. Bah là, ça va. Urabrask, il a jamais été, hein, donc la précédente version, faire arriver les créatures engagées, c'était pas non plus... Ouais, mais vu que toi, les tiennes ont la célérité, t'avais quand même ce côté... cette distance, tu vois, que tu pouvais gratter de la distance. Oui. Mais bon, je sais pas, il m'a un peu déçu. Moi, pour le coup, je suis pas trop déçu, parce qu'on est sur en fait, pour moi, on est sur un Praetor qui est justement moins oppressif que les autres, donc plus acceptable aussi. Après, en tant que commandant... le truc c'est qu'on va dans n'importe quelle direction, en fait vous pouvez faire tout avec. On a un peu discuté, mais faire des versions burn par exemple c'est faisable, mais en fait tous les decks dans lesquels vous avez tendance à avoir des coups de mana assez réduits, en fait Urabrask ça va juste être un second souffle. C'est pas un commandant qui est ultra impactant pour la game, c'est juste un commandant toolbox, enfin toolbox, il est juste là pour vous fournir quelques outils en plus quoi. Non bon, mais je le trouve pas mauvais, hein. Personnellement c'est plus que... Il est pas aussi impactant que d'autres commandants dont on va parler, qui sont... Ah mon dieu, le deck il est tout frais, et voilà, et il explose tout, c'est sûr. On va commencer les différentes familles, avec la famille des Obscura, anciennement les Espers, pour ceux qui savent. Donc Obscura c'est les blancs, bleus, noirs, et on a du coup pour chacune des familles, bien évidemment, un commandant Unco, un commandant rare, et un commandant mythique. Du coup, ce qui est plutôt pas mal, parce que y en a certains que vous pourrez avoir assez facilement. Et voilà. Bizarrement, leur rareté, des fois, ne fait pas tout au niveau de leur efficacité. Hein. Il y en a certains... Les commandants Uncode cette édition sont super bien. Ouais. Pas forcément Game Breaker, mais ils sont déjà vraiment intéressants. Et le premier, du coup, pour les Obscura, l'Unco, c'est Quetza, Augure des Agonies. Un Céphalie des Conseillers qui coûte 4 mana, dont un blanc, un bleu, un noir, qui est une 3-4, et à chaque fois que vous piochez une carte, un adversaire ciblé perd 1 point de vie, et vous gagnez 1 point de vie. C'est simple, ça fonctionne bien, ça fait ce que les 3 couleurs veulent que tu fasses, c'est-à-dire piocher et drainer de la vie. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vraiment bien. Hein. Tu vas te retrouver avec un deck où tu vas mettre... Alors, bien évidemment, en fait, c'est aussi le souci, c'est que, évidemment, Esper égale, bien dans la tête de beaucoup de gens, Esper, ça va aller direct vers l'Oro. Donc du coup, ça va être des trucs qu'on connaît déjà à cause de l'Oro. Donc typiquement, dans ton deck, tu vas avoir... tu peux mettre la combo sang délectable et lien sanguin. Comme ça, dès que tu pioches une carte, tout le monde a perdu. Tu peux mettre les vitaux, les trucs comme ça, pour pouvoir encore plus pinguer. Parce que le souci qu'a Quetza, c'est que c'est un adversaire. Donc ça risque d'être un petit peu lent si tu joues pioche uniquement, tu vois. Mais ta pioche va être importante. Donc tu vas jouer Rhystic Study, tu vas jouer même la moindre contemplation, prédestination, option, tous tes petits cantrips. C'est ça qui va te donner vraiment du gaz à ton deck, quoi. Et sans vraiment même mettre... s'être posé longtemps sur Quetza, ça semble assez facile de monter un deck autour, et de monter un deck qui tourne, et c'est ça qui est bien en fait. J'avoue que la liste, j'ai l'impression de l'avoir déjà en tête en fait. J'ai vu le commandant, j'étais là, je me dis, ok, j'ai une liste. J'ai même pas eu besoin de réfléchir parce que gain de points de vie et pioche, bon vous savez que j'aime bien les deux, donc du coup voilà, ça a fait tic et je me suis dit voilà c'est bon, là j'avais noté Psychosis Crawler aussi, le rampeur psychotique, qui lui aussi met des dégâts, qui fait perdre des points de vie à chaque adversaire quand tu pioches, là c'est un peu plus symétrique. Aussi d'autres effets qui pouvaient être intéressants, c'est les effets à la Time Spiral, ceux qui permettent de remélanger en fait main, cimetière et bibliothèque, parce que étant donné que vous avez 120 points de vie à descendre en face, et que Quetza ne fait qu'un adversaire à la fois, ça va être compliqué de piocher 120 cartes en fait. Donc il faut les remélanger à un moment, il y en a plusieurs qui existent, à des
coûts différents. Donc bon, évidemment, n'allez pas forcément chercher les cartes les plus chères, mais il y en a d'autres qui existent, quoi. Donc c'est assez intéressant, et ça peut être pas mal du tout, en fait, là-dedans. Et ouais, le deck, il est tout fait. Je t'avoue que déjà, de base, là, je vais me prononcer tout de suite, je me demande si je vais pas le monter. Juste parce que il est simple, et je me dis, même pour un joueur qui commence Magic, enfin, qui commence le commandeur en général, c'est un très bon commandant. C'est un commandant qui est, voilà, tu là, bah, facile. C'est ça, vu que piocher, c'est un truc que tu vas vouloir faire dans n'importe quel deck. Donc, si t'as un truc qui te donne un payoff sur ta pioche... Tu sais quelle carte, moi, j'ai envie de mettre dedans, et de gagner grâce à ça? Maîtrise de la liche. Est-ce que tu te souviens de Maîtrise de la liche de Dominaria? Pas du tout. Alors, je la lis vite fait. Enchantement légendaire, défense talismanique. Vous ne pouvez pas perdre la partie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, piochez autant de cartes. À chaque fois que vous perdez des points de vie, pour chaque 1 point de vie que vous avez perdu, exilez un permanent que vous contrôlez, ou une carte de votre main ou de votre cimetière. Et quand la maîtrise de la liche quitte le champ de bataille, vous perdez la partie. Donc du coup, on a une boucle là, on est bien d'accord. Bah ouais. Ah la vache. Et sauf que vu que tu peux pas perdre la partie, bah quand t'as plus de cartes dans le deck, ça s'arrête. Ok, alors je vais piocher toute ma bibliothèque et puis après on en reparle. Hein. Ok, d'accord, très bien. Tous les triggers vont se mettre dans la pile. N'importe quoi. Voilà. Puis immonde. Oh oui. Mais celle-là, elle est pour vous les viewers, elle est cadeau. Montez des decks Queza avec maîtrise de la liche, vous verrez, ça a l'air très drôle. Et bien sûr, tous les trucs, pacte d'année, tous les trucs qui disent pioche de paire 2. J'ai même envie de dire que pour une fois, Phyrexian Arena est pas si dégueulasse. Ouais, ça a l'air pas mal en effet. Parce que tu compenses toute la perte de points de vie. Tu compenses en fait la lenteur de la carte par le fait que ton deck sera lent quoi qu'il arrive. Et aussi. Donc ça reste pas ouf, mais c'est moins gênant. La deuxième créature légendaire, c'est Toluz, la conductrice futée. Qui a un coût de un hybride Azorius, un bleu et un hybride de Dimir. Donc en fait, vous pouvez la payer pour un blanc, un bleu, un noir, un blanc, un bleu, un bleu, un bleu, un bleu, un noir, ou 3 bleus. Et je crois que j'en ai pas loupé. C'est une créature légendaire humain et gredin, c'est une 3-1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle connive. Alors connive, c'est piocher une carte, puis défaussez-vous de une carte. Mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature pour chaque carte non-terrain défaussée de cette manière. À chaque fois que vous vous défaussez d'au moins une carte, exilez-la depuis votre cimetière. Et quand Toluz meurt, mettez les cartes exilées par elle dans la main de leur propriétaire. Ouais, très intéressant. Alors, attention, déjà il y a un truc très intéressant, c'est le coût de mana. Je vais partir sur le truc le plus basique. Parce que c'est super intéressant de revoir les hybrides, surtout comme ça. Ouais. Attention, prenez avec d'énormes pincettes ce que je vais dire, et écoutez bien. Toluz, du coup, on peut envisager en fait de la jouer en ne jouant que monocolore. C'est-à-dire, vous pouvez jouer mono bleu avec Toluz, puisque comme elle coûte, elle peut coûter que 3 bleus, du coup, si vous jouez mono bleu, vous pouvez le faire. Est-ce que je vous conseille de le faire? Pas forcément, voilà. Mais juste une chose, avec les hybrides, ça ne veut pas dire qu'elle peut rentrer dans un deck mono bleu. Voilà. Je le précise pour éviter les confusions générales. Sinon, c'est un commandant qui me semble super intéressant en fait, parce qu'on est quand même dans des couleurs qui lootent pas mal aussi. Bon, il nous manque un peu le rouge, voilà, c'est dommage, tout ça. Mais le bleu le fait pas mal, le noir défausse aussi. En blanc, oui, non, le blanc, non. Bon, et voilà. Mais c'est intéressant parce que du coup, on est sur un deck défausse qui ne joue pas sur la folie forcément comme on l'avait eu avec Agne. L'original, hein, pas la V2. Et ça m'intéresse en fait, c'est vraiment... Enfin, ça s'appuie à la fois sur la capacité connive, que du coup on va retrouver dans l'extension, de manière assez régulière, et qui est plutôt une capacité de limitée, j'ai l'impression, à la base, mais qui peut être utilisée aussi en commandeur de manière intelligente, en fait, avec cette auto-défausse, et probablement du réanimateur derrière. Donc il y a pas mal de choses, et puis la dernière capacité, elle est bien, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est juste un sac sans fond qu'on avait, mais en zone de commandement, et qui te donne accès à 3 couleurs. Après, je suis d'accord avec toi, le fait de pouvoir... tu défausses des cartes, tu les exiles, du coup après tu peux les récupérer plus tard. La question c'est tu vas où avec en fait. Enfin tu vois, j'ai un peu de mal à... Ouais. C'est encore le point de jeu déterminé autour. Est-ce qu'il y a des cartes qui disent quand tu exiles une carte depuis ton cimetière, fais ça? Ou pas, je sais pas, tu vois. C'est... Il y a Tormod qui fait des bodies chaque fois qu'il y a une carte qui quitte ton cimetière.
Ah. Donc en fait, on est d'accord que là, On elle a défausse. Conrad aussi. Ouais, donc ça va défausser, ça va aller dans le cimetière, puis ça va quitter Ouais. le cimetière. Ok. Ouais, c'est une capacité ok. déclenchée, c'est pas un effet de remplacement en fait. Il y a une carte à laquelle j'ai pensé, c'est Together Forever, qui était dans Oui. le deck les decks de l'année dernière, hein, bizarrement. Il y a Ouais. beaucoup de cartes des decks de l'année dernière qu'on peut réutiliser. Et parce que du coup, pour un incolore, tu peux choisir une créature qui a un marqueur, et quand cette créature meurt ce tour-ci, tu la renvoies dans ta main. Donc du coup, ton Ouais. Toulouse, vu que tu vas Connive, elle va avoir un marqueur. Ouais. Et du coup, elle remonte dans ta main avec tout le reste. Tu vois. Et tu peux continuer à jouer comme ça. C'est vrai que c'est très en fait, intéressant en effet. Tu vois, je vois le setup, je vois Mhm. les trucs à faire, mais je vois pas c'est quoi ta finalité en fait. Je sais pas. Hmm. Ouais, pinguer Faut voir. pinguer des gens à mort avec Conrad. Et avoir des bodies avec Tormod. Ouais, En voilà. fait, ça va être un deck ultra value. Ce qui peut être intéressant aussi, si tu joues sur les effets de looting, c'est de se dire que finalement l'objectif c'est probablement d'arriver à une autre combo dans le deck et que Ouais. tu récupères juste toute la value que tu as utilisée. On Mhm. parlait du recyclage, on parlait des effets de wheel bien évidemment. Il y a aussi Mind Over Matter, qui Ouais, était ouais. là, enfin c'est quand même relativement puissant comme effet. Et puis derrière, bah en fait tu te retrouves avec des combos plutôt classiques dans ces couleurs là quoi. Ouais, d'accord. Où tu pars vraiment full value sur bah je pioche, je défausse, je pioche, je défausse, je pioche, je défausse quoi. Ouais, non, mais c'est Et ça le en but fait. c'est de submerger les adversaires avec la value Mhm. quoi. Ouais, tu vas juste jouer des cartes de loot dans tous les sens. Mhm. Tu peux abuser de toutes les cartes comme Aubaine, Time Spiral, tout ça, comme on en parlait tout à l'heure. Ça peut bien marcher aussi, non? Ah ouais, mais Ça attends, peut plus bien marcher. Time Spiral ça remélange par contre. Mais Bah ouais, mais en ça effet, remélange... Ouais, mais ça va remélanger un cimetière où il y a rien. Enfin, où il y a rien que tu n'as pas défaussé. Donc ce que t'as défaussé, c'est quand même exilé. ouais mais tu défausses rien avec Time Spiral. Tu remélanges directement. Ah mince, je croyais. Ok. Il y a non, aussi ouais. le Dark... C'est Dark Deal, c'est ça? Le truc qui fait Oui, tout le monde la wheel défausse et noire, ouais. reprend... Moins Et 1. reprend autant -1, ouais, c'est le genre de choses qui peut fonctionner aussi. Ok. Ouais, donc voilà. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Après, c'est en effet l'objectif, il faut le fixer dès que vous allez commencer à construire le commandant. Le commandant mythique des Obscura, c'est Raffine Voyante Rusée, un sphinx et démon légendaire. C'est une 1/4 pour un bleu, un blanc et un noir. Il a le vol et la parade 1. Et à chaque fois que vous attaquez, une créature attaquante ciblée connive X, X étant le nombre de créatures attaquantes. Donc vous piochez X cartes, puis vous défaussez de X cartes, et vous mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature pour chaque carte non-terrain défaussée de cette manière. C'est une Varina, mais y a plus le... t'es plus obligé de jouer zombie. C'est violent, hein, comme carte. Ouais, j'ai fait un parallèle avec Siani aussi qui faisait regard X, X étant le nombre de créatures volantes, attaquantes en même temps qu'elle. Mais là, bah, bizarrement c'est meilleur. Oui, tu vas pouvoir vraiment te sculpter ta meilleure main. c'est assez fou. Pour être tout à fait honnête, j'ai un petit peu de mal de voir jusqu'où la carte peut aller. En fait, on voit ce qu'elle fait. Tu lis le truc, tu comprends ce qu'elle fait. Mais j'ai un peu de mal encore aujourd'hui à voir jusqu'où elle peut aller. En termes de puissance. C'est complexe parce que je pense qu'il va falloir vraiment équilibrer les listes parce que c'est un commandant qui peut aller très loin, je pense, vraiment en mode très combo, parce qu'en fait il te permet de juste de sculpter ta main comme tu disais en disant ah, ok bah je vais piocher je sais pas 5-6 cartes à la fois, en défausser 6, mais tu t'en fous, tu défausses les 6 qui sont pas bonnes quoi, et tu gardes juste le meilleur du meilleur, et c'est super efficace parce que c'est à l'attaque en plus, c'est pas quand ça touche, donc enfin t'es là. Contrairement à tous les effets de pioche qu'on a généralement durant la phase attaque, c'est un des plus efficaces qui existent en fait. Ouais. Donc, enfin, c'est assez ridicule. Et en plus, tu peux t'amuser à booster une créature pour qu'elle soit énorme. Alors après, si vous voulez vous amuser à jouer Raffine Voltron, ça va être assez étrange, hein, je vous avoue. Avec l'infection. Avec l'infection, encore une fois. Elle est Mais toujours attends, là, elle. Mais attends. Raffine, c'est une 1/4. Tu lui mets l'exosquelette. Ça devient, elle gagne +2/+2. Elle a 3 d'attaque. T'attaques. Tu sculptes ta main, tu défausses 7 cartes non-terrain. Ouais, mais il faut derrière que t'aies aussi 7 créatures attaquantes aussi. Il y en aura 7. Il y en aura 7, t'inquiète pas. Voilà, c'est aussi le petit problème, c'est qu'il faut quand même un setup. Mais à partir du moment où tu l'as mis en place, ça peut être intéressant. Ouais. En plus, dans ces couleurs-là, on peut partir un peu sur une version Stax 8-Bear, avec que exactement. des petites C'est ce que créatures je me qui disais, vont ralentir les adversaires, quoi. Ouais, tu vas mettre Aven Mind Sensor, le truc qui dit personne va chercher dans sa bibliothèque. Tu peux mettre un magistrat de Lavinia. Lavinia, Tu peux faire la totale, en fait. Tu peux tous les mettre, et dans ces couleurs-là, ils sont quand même
plutôt bon, hein, donc voilà. Ouais. Opposition Agent. Donc ouais, ce serait le build en fait, ce serait de jouer Raffine 8-Bear. Oh la créature de Kamigawa, la construction du confinement là. Ouais, aussi. Du coup, les petites créatures, tu les défausses avec ton Conive et tu peux les jouer après. Ouais, c'est vrai. Après, on peut aussi en profiter pour mettre Toluse dans Raffine. Ça paraît pas mal comme idée de dire ah bah je vais pouvoir récupérer les cartes en question plus tard et puis on est parti quoi. Ouais. Très intéressant en tout cas et ultra oppressif quand c'est bien monté, vraiment. C'est ça. Falloir faire gaffe à le monter correctement Raffine. On va du coup passer à la seconde famille qui sont les Maestros, qui sont couleurs bleu, noir et rouge, anciennement Grixis. Et on commence par l'Unco qui est Cormella, la voleuse majestueuse. C'est une créature légendaire vampire et gredin, 2-4 pour un incolore, un bleu, un noir et un rouge. Elle a la célérité. Et là, pour un incolore, on peut l'engager, ajouter Grixis mana. Donc un bleu, un noir, un rouge. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts d'éphémères et ou de rituels. Et quand Cormella, voleuse majestueuse, meurt, renvoyez jusqu'à une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Aïe, ça a l'air de faire des bêtises quand même. Ouais. Ça a l'air relativement puissant. Déjà, un commandant qui te fait du mana, c'est toujours intéressant. Je trouve, c'est un bon outil. Après, le deck va devoir faire ses choses lui-même, quoi. Exactement. Et pour faire ces choses, on s'est un peu creusé la tête et on a trouvé une carte... Enfin, en creuser la tête, on n'a pas creusé très longtemps, hein, grâce à la puissance d'Internet. On s'est rendu compte qu'il y avait un truc super simple à faire avec Cormella, c'était à partir du moment où vous avez un moteur de sacrifice qui vous donne un mana, peu importe la couleur, donc ça peut être Hôtel Phyrexian, ça peut même être une de mes préférées, la Thermopode, qui est une... C'est une grosse limace de gel, tu peux sacrifier une créature pour faire un mana rouge, et un effet qui va dire jusqu'à la fin du tour, la créature quand elle meurt, elle revient en jeu, qui coûte moins de 3 mana, bah en fait tu peux faire un mana de coloré de ton choix, un des 3, en illimité. Et du coup, grâce à ça, tu fais ta boucle, puisque tu vas jouer Cormella, l'activer, ajouter 3 mana, en dépenser 1 ou 2 pour lancer ton sort, la sacrifier, lui dire bah jusqu'à la fin du tour, s'il devrait mourir, elle revient. Vu qu'elle meurt, tu récupères le rituel dans ta main, ou l'éphémère, elle revient, et ainsi de suite. Tu recommences, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu peux même prendre Reanimate, mais ça va te mettre des dégâts, mais ça c'est pas grave. Du coup, tu vas stacker du mana coloré, et tu finis tout le monde à la boule de feu. Par exemple. C'est très fort. C'est vrai que là, il y a pas mal de boucles envisageables. Il y a une version Storm aussi qui peut être envisagée, le déluge. Parce que du coup, si on peut lancer en boucle, et notamment la dégager en boucle, aussi, avec certains effets, bah t'es là, c'est complètement con, quoi. J'avais le problème, parce que du coup, je me suis un peu penché sur la liste. J'avais un tout petit souci. C'était... Ouais, mais la plupart de ces sorts, tu vois, par exemple, Renaissance de Malakir, ce genre de choses. Le problème de ces sorts-là, c'est que la créature doit revenir en jeu engagée. Donc on a un souci. Mais en fait, on joue bleu. Et en bleu, qu'est-ce qu'on a? On a Intruder Alarm. Ah. Et si tu vas chercher ta Intruder... Et si tu... Bah exactement. Et si tu joues Intruder Alarm, ou tu te rappelles le petit chien de Battle Bond? Oui, aussi, chaque fois que tu lances un sort, tu dégages une créature. Une créature ciblée, oui. Bah voilà. Tout à fait. Il est très bon, lui aussi, oui. Et donc, du coup, ça outrepasse le truc embêtant, entre guillemets, de tous ces sorts qui dit bah ouais mais du coup ta créature elle arrive en jeu engagé, bah ouais mais vu que tu lances le sort elle arrive effectivement en jeu engagé, tu lances le sort, elle se dégage avec le chien, et avec Intruder Alarm c'est parce qu'elle arrive en jeu engagé, elle se dégage. Voilà, c'est beau. Rinse, repeat, et une fois que vous avez monté votre compteur de Storm, tu viens, tu fais un grip shot nul, tu tues tout le monde, ou Brain Freeze pour mêler tout le monde, ou une énorme boule de feu. Voilà. Après, comment il s'appelle l'autre, Exsanguinate, Torment Galfire, on connaît. Il y a la totale, quoi. On connaît. Après, ce qui est intéressant, c'est que même dans une version beaucoup moins combo et optimisée, hein, voilà, parce que bon, je sais qu'il y en a qui sont pas trop fans, c'est juste un très bon dork pour les éphémères et rituels, donc il nous fait du mana, il est en zone de commandement, il coûte relativement peu cher, hein, je veux dire 4 mana pour quelqu'un qui nous en fait 3, qui a en plus la célérité directement. Bon alors, j'avoue que la célérité, autant quand tu veux le jouer pas optimisé, c'est pas trop intéressant, par contre quand tu veux le jouer optimisé combo, ça a l'air d'être débile. Donc voilà. Et il y a pas mal de choses, et elle a pas mal d'atouts en fait pour elle, dans vos jeux en fait qui vont jouer, alors soit en command zone, soit dans les jeux peut-être avec caisse, hein, pourquoi pas, si vous avez envie. Ouais. Donc voilà. Ça paraît pas mal aussi à jouer dedans, donc voilà. Si vous voulez jouer autour des éphémères rituels dans ces couleurs-là, ça paraît être un très bon choix. Ouais.
La, la carte, en fait, elle est... Et même là, alors que Selonko, j'ai envie de te dire qu'elle est pas si compliquée à jouer pour ceux qui veulent commencer, en fait. Non, oui. C'est Tu encore un Ce commandant sera pas, simple. ce sera pas méga poussé, mais en fait, la liste, une liste comme dont j'ai juste parlé avant, où ton seul but, c'est de jouer des cartes qui sont pas si bonnes que ça, puisque c'est juste des cartes qui disent renvoie depuis le champ de bataille, depuis ton cimetière, tu vois. Enfin, toutes les éditions en ont au moins une maintenant en noir, pour peu de mana, donc ça va être un deck facile à monter. Et je dis pas qu'il va être facile à jouer, mais en tout cas, il est facile à comprendre. Et même juste bêtement, je joue Maestro Sort avec des cartes qui ont le Magecraft de Strixhaven parce que j'en ai, tu vois. Enfin, je sais pas, je trouve le. Ça fonctionnera bien. Hein. Ouais, tout simplement. Toutes les versions seront bien juste parce qu'on est sur un commandant simple. Mais débile à la fois. Et simple et débile à la fois. Le commandant suivant pour les Maestros, c'est Evelyn la Cupide, un vampire aigredin également, 2-5 pour 5 mana, dont 2 génériques, un mana hybride bleu-noir d'Ymir, un noir ou un mana hybride noir-rouge, donc du coup voilà, encore une fois toutes les combinaisons je vous laisse calculer, hein, bien sûr, comme a dit Emmerich tout à l'heure. Elle a le flash, et à chaque fois que elle ou qu'un autre vampire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, exilez la carte de dessus de la bibliothèque de chaque joueur avec un marqueur collection sur elle. Une fois par tour, vous pouvez jouer une carte depuis l'exil avec un marqueur collection sur elle, si elle a été exilée par une capacité que vous contrôliez. Et vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour la lancer. J'aime beaucoup le fait qu'on ait enfin une créature vampire qui soit axée tribal et qui ne soit pas Edgar Markov. Ou qui n'aille pas dans Edgar Markov. En plus, la carte est très sympa, j'aime bien le côté on va enlever les cartes aux autres. Il y a une vibe Gonti qui est assez cool. Tu peux jouer une seule carte par tour. Bon, c'est pas très grave parce qu'en fait, si tu peux blinker Evelyn, bah tu t'en fiches. Tu peux continuer. Tiens, d'ailleurs, moi aujourd'hui, je vais être la personne qui va vous expliquer comment casser chaque commandant. Evelyn, comment la casser? Très simple. On en a parlé tout à l'heure. Narumea. Narumea combo Evelyn avec Ghostly Flicker. Donc là, hop, on remettra les petites cartes. Du coup, vous faites arriver Evelyn tout le temps en jeu. Un nombre de fois égal au nombre de cartes dans la bibliothèque du joueur ayant le plus de cartes au moment où vous le lancez. Plus personne n'a de cartes dans sa bibliothèque, tu dis fin de tour. Voilà. Ouais. À moins qu'il y ait une réaction... Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais tu vois ce côté genre, tada, allez, fin de tour. Le joueur, ça passe au joueur B, le joueur B il dit, ah, untap, j'ai pas d'effet, upkeep, est-ce que j'ai un effet? Non. Pioche, bah je peux pas piocher, j'ai perdu. On passe à l'autre et on passe à l'autre. Et en fait, vu que vous êtes le dernier à perdre, vous avez gagné. Terrible. Parce que oui, il faut rappeler aussi que Evelyn exile les cartes de votre bibliothèque également. Oui. C'est très intéressant. Oui. Et moi, ce que je trouve aussi intéressant, alors, c'est évident parce que la capacité, mais en fait, pour les joueurs de meule parmi nous, voilà, ces fameux joueurs qui veulent que la bibliothèque finisse au cimetière, il y a plusieurs problèmes qui se posent, c'est les jeux réanimateurs, et il y a l'autre problème des cartes qui se remélangent à la bibliothèque quand elles finissent au cimetière d'une manière ou d'une autre. Il y en a pas mal en fait quand même. J'en fais la promotion à l'occasion parce qu'il y en a certaines que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime beaucoup moins. Et c'est vrai qu'on les retrouve quand même assez régulièrement dans certains types de jeux. Donc, étant donné qu'ici l'exil va être largement supérieur, bah, c'est des cartes qui vous emmerderont pas en fait avec ce genre de jeu là. Bon. Ouais. Après, en effet, comme tu disais, on peut le monter sur un tribal vampire. Et mine de rien, en fait, alors, il y en a qui vont dire « Ah bah attends, le bleu pour les vampires !» Alors écoutez, rappelez-vous qu'il y a Dimir sur Ravnica, qui est contrôlé par des vampires. Hein, voilà, il y a plusieurs vampires dans la guilde. Vous pouvez jouer Zadek si vous voulez. Non, je déconne. Vous pouvez jouer Mirko Vosk si vous le souhaitez. Non, mais tu peux surtout jouer Party Bob. Tu peux jouer Party Bob. Oui, vous pouvez jouer Party Bob aussi, voilà. Donc Party Bob, c'est le petit surnom qu'on donne à une créature qui s'appelle le Voyant de Manteau Brune, qui permet en fait qui donne à tout le monde un effet de Bob. Donc en gros, au début de ton entretien, tout le monde révèle la carte, la met du dessus de leur deck, la met dans leurs mains et prennent autant de dégâts que le CCM. Enfin que la mana value. Ouais, donc du coup c'est le genre de carte qui peut être intéressante ici également. Ouais. Donc ouais, ça fonctionne bien. Après voilà, la plus-value qui est faite sur la carte est bien. Il y a aussi la fameuse clause qui évite que Evelyn elle est nulle en commandant. Parce que justement, c'est tant que les cartes sont exilées avec des marqueurs collection, si vous contrôlez Evelyn, vous pouvez du coup jouer les cartes que vous avez exilées avec la capacité que vous avez contrôlée. Donc voilà.
Ça évite également que quelqu'un vous pique Evelyn et derrière joue les cartes que vous avez exilées avec. Donc voilà, parce qu'il ne contrôlait pas la capacité au moment où elle s'est résolue. Donc voilà, le wording est très propre pour le coup pour éviter tous les débordements et éviter de se faire niquer à 200% dans tous les sens. Donc voilà, c'est beau. Et le parrain des maestros, la créature légendaire mythique, c'est le Seigneur Xander, le collectionneur, créature légendaire vampire, démon et noble, 6-6 pour la modique somme de 4, un bleu, un noir et un rouge. Quand le Seigneur Xander, le collectionneur, arrive sur le champ de bataille, un adversaire ciblé se défausse de la moitié des cartes de sa main, arrondi à l'unité inférieure. À chaque fois que le Seigneur Xander attaque, le joueur défenseur meule la moitié de sa bibliothèque, arrondie à l'unité inférieure. Quand le Seigneur Xander meurt, un adversaire ciblé sacrifie la moitié des permanents non-terrain qu'il contrôle, arrondi à l'unité inférieure. Bon, il est trop cher. Il coûte 7 mana, voilà. Oui, c'est trop cher. Non, sérieusement, vous avez dû vous en douter en écoutant la carte. Alors, rien que les capacités sont extrêmement oppressives, on est sur un commandant qui a tendance à défoncer des culs. Et alors vous allez me dire, oui mais voilà, quand il arrive en jeu c'est juste de la défausse, à cette mana il y aura probablement pas beaucoup de cartes à défausser. Oui, d'accord, si vous voulez. Oui, mais à l'attaque, voilà, déjà il faut qu'il attaque, s'il se fait gérer avant, il pourra pas faire grand chose. Oui, je suis d'accord. Oui, mais quand il meurt, après il va coûter encore plus de mana, donc du coup, en plus c'est qu'un adversaire, donc voilà, ça va pas faire tant de mal que ça. Il y en a un qui va prendre un peu cher, et puis les autres, ils auront pas trop de problèmes. Oui, oui, en effet, mais maintenant je vais vous demander de regarder les couleurs dans lesquelles on joue. Donc, sacrifier des créatures, c'est facile, leur donner la célérité, c'est facile, ranimer des créatures, c'est facile. Alors... je pense qu'on peut réfléchir 2 secondes et se dire que, finalement, Xander va peut-être être un peu violent. Surtout que le rouge, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus, c'est dingue, on en a parlé avec Lurabrasque, mais il a quand même moyen de générer du mana extrêmement rapidement. Le noir, il a 1 ou 2 sorts qui font à peu près la même chose aussi. Donc bon, voilà, c'est plutôt fort. En fait, l'objectif, ça va être de le lancer le plus rapidement possible, avec son accélération, et derrière surtout, on contrôle à mort le board. C'est juste, tu contrôles les contre-sorts dans tous les sens, enfin les gestions, tout. Il ne doit avoir que ça, et c'est juste, tu vas complètement défoncer le plan de jeu de tes adversaires. Donc voilà. Je pense que quitte à jouer à un commandant de cette trempe, on va dire, autant y aller jusqu'au bout et ajouter des trucs très, très sympas comme Tergrid, agent d'opposition... Enfin voilà, c'est pas un deck. Pour moi, Xander, c'est pas un deck qui se veut rigolo. Non. C'est pas fait pour. C'est fait pour être. Voilà, tu vas être le mec à la table où les gars ils vont faire ok, on va voir ce qu'on peut faire. Ça va pouvoir peut-être même être de l'arc ennemi en fonction de ce qu'il y a en face. Tu peux pas le savoir de toute façon à l'avance, mais. En tout cas, voilà. Et moi, j'ai bossé un petit peu sur une liste avec Xander et j'étais parti sur un délire avec des clones. Et ouais, c'est assez prometteur, hein, mine de rien, clone / réanimation, et un package de gestion derrière. Hein. Et ouais, c'est avec l'accélération de mana qu'on peut avoir maintenant grâce au rouge, notamment je pense à Jeska's Will, sans compter les cailloux bien évidemment, ton commandant peut venir beaucoup plus vite que tour 7, donc tu peux faire des sorties tour 4, 3, c'est faisable. Ensuite tu le clones. Et en fait ce qui est bien c'est que Xander coûte 7, la plupart des clones coûtent 4, donc en fait, même si t'es un peu lent, tu vas faire un Xander, si jamais il fait le tour de table, on sait jamais, hein, ça peut arriver, tu peux le cloner 2 fois au tour d'après. Ouais. Enfin, c'est... ça va être débile. Ouais, il y a du potentiel, ça risque d'être très très oppressif. Falloir bien se protéger aussi, hein, parce que là, le Xander, il faut qu'il reste on board et que t'en fasses quelque chose si tu joues avec les clones. Voilà. Moi, je trouve la carte super intéressante. Évidemment qu'elle c'est beaucoup, elle fait beaucoup de trucs, mais elle coûte cher. Et ce qui est bien, c'est que c'est c'est un seul adversaire qui est ciblé. Donc ça, c'est cool. Oui, ça évite que ce soit trop oppressif pour toute la table en même temps. Quoi. Ils ont quand même pensé un peu à nous. Ouais. Après, si j'ai un conseil à donner, là, vous pouvez vous dire, oh, ouais, Xander et tout, il est trop puissant. Ouais, par contre, du coup, attendez-vous aussi à ce que les adversaires aient tendance à répondre de manière assez violente, en fait. Et si jamais vous avez vraiment un groupe de gens dans lequel vous êtes plutôt à la cool, Xander, c'est typiquement le genre de commandant que je ne vous conseillerais jamais, quoi. C'est pas fait pour les tables à la cool.
À moins que vous ayez envie que les gens commencent à vous détester ou à monter leur niveau de jeu à 200% en essayant de jouer un peu plus contrôle et un peu plus gestion pour vous arrêter, ça risque de pas être très fun quand même. La famille suivante, c'est les riveteurs, qui sont noir, rouge, vert, donc Legend. Et ouais, on a des commandants intéressants également pour cette famille-là. On va commencer avec le Unco. Oui. On va commencer avec Mr. Orfeo, le rocher, qui est un rhinocéros et guerrier, oui, qui coûte 4, dont un noir, un rouge et un vert. C'est une 2-4, et à chaque fois que vous attaquez, doublez la force d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Je l'aime d'amour, ce mec, ce truc. Enfin, c'est... Il est trop bien. Et encore une fois, c'est une Unco, et l'Unco est trop bien. C'est un Xenagos dans lequel tu... Bon, toute proportion gardée, bien évidemment, mais c'est un Xenagos où maintenant on peut ajouter du noir au deck Xenagos. Tu vois. Genre, c'est la célérité, mais bon, c'est le doublage, donc il est pas mal. Ouais. Mais du coup, enfin, je sais pas, j'adore. Ouais. Il est simple à comprendre, encore une fois. Et il sera fort, et le deck sera bien, parce que les listes Xenagos, on les connaît depuis l'aube des temps maintenant, limite, hein, si tu regardes. Ça fait combien de temps que Xenagos est sorti? Ça fait presque 10 ans, donc ouais. C'est ça. Donc en fait, tu vas jouer un deck où, il va falloir que tu aies des bêtes qui ont un moyen d'évasion, donc piétinement, idéalement, ou vol, peut-être. Tu peux mettre des dragons, tu peux mettre un truc que j'aime bien, que vous connaissez maintenant, enfin, tu peux jouer infection, tu peux mettre de l'infection dans ton Orfeo. Alors que dans Xenagos, tu pouvais aussi, mais c'était plus compliqué, tu vois. Là, tu peux mettre un Skityrix, tu peux lui doubler sa force. Enfin, c'est trop bien. De toute façon, moi, sur mon script, il y a 3 mots. Bam, bam, taper. Oui. Voilà. C'est simple. Voilà. C'est celui où il y en a le moins. Hein. Je vous assure, on rédige nos scripts. Hein. Mais voilà, t'es là, ouais. C'est ça. Il n'y a pas grand chose à dire autour. Le commandant en fait se suffit à lui-même. Pour expliquer, derrière t'as juste à... Pareil, t'as Malinus qui fonctionnait très bien dans Xenagod auparavant. Donc t'es là, bah oui, tiens, moi j'ai une force égale à la moitié. Non, c'est pas la moitié, c'est le double maintenant. Donc c'est exactement égal à la vie la plus élevée parmi les adversaires. T'es là, ok, c'est bon. En fait, je peux reprendre les trois wins que j'avais pour Xenagod qui étaient très efficaces. T'avais du coup, les 3 wins, 3 kills pour adversaire. T'avais Malinus, t'avais Putrefax en infection. Ouais. Et tu avais également le dragon qui est Phyrexian rouge. Où tu pouvais payer des points de vie pour le booster. Oui. Qui est du coup super efficient. C'est quoi, c'est Molten Steel Dragon, je crois? Molten Steel Dragon, ouais, je crois que ça doit être ça en effet. Mais voilà, c'est assez efficient en effet. Donc bon, c'est violent, ça fait mal. L'avantage qu'a... Un petit avantage à la con, mais qu'il faut noter quand même avec Orfeo par rapport à Xenagos, c'est que là tu peux jouer Wulfgar et doubler le trigger. Oui. Alors qu'avec Xenagos tu pouvais pas. Donc là en fait du coup tu donnes quadruple attaque à une créature. Et du coup j'ai un peu bossé sur un début de liste un peu nul. Et dedans j'ai mis les balls. Donc Ball Lightning, Concasseur, Lightning Skelemental. Ouais, ça a l'air assez violent. Et du coup t'as des 6-1, t'as une 6-1 pied de célérité. Tu fais début de combat, je vais doubler. Je vais taper à 24. On est tour combien? Ah bah tour 4, pourquoi ah ouais d'accord, okay. Tout va bien. Non, on doit être au moins tour... Bah non, faut que ce soit tour... Ouais, quoique, allez, on va dire... Ouais, attends, t'as du vert, hein, tu vas bien accélérer au moins une fois en début de partie. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait rigolo, jusqu'à combien on peut doubler. Et en fait, du coup, entre les effets de double comme ça, tu ajoutes les trucs qui donnent double initiative, et il y a aussi des créatures qui disent que quand elle attaque, la créature gagne plus X plus X, la créature qui attaque, gagne plus X plus X, X étant sa force. Oui, aussi. Et surtout, il y a, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a une créature que tu détestais dans Commander Legends. Est-ce que tu te souviens de Touya? Oui, en effet. Et du coup, là, Touya elle devient OK, elle devient forte, hein. Ouais, elle devient forte. C'est vrai que c'est assez intéressant. Ouais, la liste a l'air très drôle, et encore une fois, bien foutue pour les joueurs débutants. Puisque là, on te dit, en fait, tu vas attaquer. Tu vois, c'est ça qui est incroyable, c'est que le premier, c'était... c'est quand tu pioches, t'as un effet. Celui-ci, c'est quand t'attaques, t'as un effet. L'autre, c'était quand tu lances un sort, t'as des effets. Enfin, t'as des effets pour lancer des sorts. C'est vraiment, genre, les bases de quand t'apprends à jouer, quoi. C'est trop bien. C'est à croire que Wizards, en fait, ils se sont dit, plus la rareté est basse, et plus on va faire des commandants qui sont simples à prendre en main. Et ça tombe bien, parce que généralement, c'est des commandants que les nouveaux joueurs ont plus de facilité à avoir.
aussi. C'est vrai. Donc voilà. C'est intéressant en effet. La prochaine créature légendaire, c'est la rare, c'est Ognis, le fouet du dragon. Une créature légendaire Yoshino et guerrier 3-3 pour un mana générique, un mana rouge, un mana hybride Rakdos et un mana hybride Grul. Donc vous faites les calculs chez vous. Il a la célérité et dit que à chaque fois qu'une créature avec la célérité que vous contrôlez attaque, créez un jeton trésor engagé. What the fuck? Donc, alors là, il y en a qui vont dire « Oh putain, encore des trésors !» Bah oui, encore des trésors. Vous comprendrez pourquoi il y a des trésors dans cette famille-là, avec le commandant suivant. Ouais. J'ai vraiment beaucoup d'idées qui me traversent la tête avec Ognis. Alors moi je vois une possibilité de combo complètement débile, mais ça on en parlera un peu après parce qu'en fait là on a le côté tribal célérité, ce qui est assez original parce que ça peut très bien fonctionner. Je veux dire, on a le rouge, il y a quand même, il paraît, quelques cartes en rouge de permanent qui donnent déjà les célérités à tout le monde. Le premier Urabrask. Voilà, le premier Urabrask, on a Ferveur, on a Anger, la colère également quand elle est au cimetière. C'est des cartes en fait qui sont super efficaces ici. Et tu peux mettre aussi Concordant Crossroads, puisqu'on a du vert. Tu peux donner la célérité à toutes les créatures du coup, si tu veux. Donc voilà, c'est le genre de truc que tu peux faire un peu débile. Mais ce que je vois surtout, c'est que il y a une plus-value énorme en fait qui est faite ici. Surtout qu'elle trigger également sur sa propre attaque. Donc déjà de base, t'as un commandant qui, à lui seul, tu le poses, t'attaques, et tu fais déjà un trésor. Donc tu lui rembourses déjà un des manas qui vient de te coûter. Je vais peut-être aussi parler un petit peu du coup de la combo dont je voulais vous parler. Alors, quand on parle de phase d'attaque et de trigger et de créer du mana, généralement il y a une carte qui saute un peu aux yeux des connaisseurs. Je crois qu'on est un peu d'accord là-dessus. C'est un certain enchantement qui s'appelle Escalade de la violence. Qui coûte 3 mana, mais surtout qui permet pour 5 mana de dire ok, on dégage toutes nos créatures et on va gagner une phase de combat supplémentaire après celle-ci. Donc t'es là, ok, d'accord. Alors, mais vous me dites, mais Thibaut, mais t'es con, les trésors ils arrivent engagés. Oui. Donc du coup c'est un problème qu'il va falloir contourner, et il y a plusieurs façons de le contourner. Il y en a un, c'est simplement l'amulette de vigueur, qui fait que, en fait, les permanents, quand ils arrivent engagés, en fait, vous les dégagez. C'est une capacité déclenchée, donc du coup, vous allez les dégager un par un. Et ensuite, il y a l'autre façon de faire, c'est en sacrifiant éventuellement vos artefacts sur des générations de mana, KCI. Donc voilà, la ferronnerie du clan Krark, par exemple. Mais bien sûr, là, il n'y a pas de mana coloré, donc du coup, il va falloir trouver une autre astuce à côté. Mais l'amulette de vigueur a l'air quand même très forte avec cette combo. Ouais. Parce que généralement vous pouvez juste plier probablement la game avec quelques effets qui se déclenchent à l'attaque ou au début du combat pour dire ok, je peux booster mes créatures, tiens, pourquoi pas avec l'enchantement qui double la force et l'endurance de toutes tes créatures au début de chaque combat, ça paraît pas mal aussi ça. Excusez-moi, je m'énerve. Il y a des trucs un peu cons à faire autour de tout ça. Et après, comme je disais, l'autre façon de jouer de manière un peu plus soft, non combo, c'est dire j'ai des trésors qui arrivent en jeu. Je peux les sacrifier en fait, je suis pas obligé de les sacrifier pour faire du mana. Je peux juste sacrifier un artefact pour faire un effet. Voilà. Et puis les trésors, c'est les jetons, donc du coup on peut faire aussi quelque chose avec ça. À chaque fois que le truc, tu sais, qui dit quand un artefact arrive en jeu. Oui, t'as des trucs comme adversaire. Ça. Ouais, t'as ça aussi, en effet, comment il s'appelle, le Fireweaver. Ouais, la commune de Kaladesh, on la mettra en image. Que tout le monde recherche, t'es là, elle est trop bien. Bah oui, tout à fait. Ouais, elle est trop bien, ouais. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire, en effet. Ouais. C'est... Ce qui est bien, en fait, c'est sur celle-là, effectivement, c'est... T'es pas restreint, en fait, à faire un seul truc, comme pouvaient l'être les deux premières qu'on a vues, les rares. La rare des Obscura et la rare des Maestro. Là, tu peux... T'as vraiment plusieurs options pour partir sur un plan de jeu différent, c'est assez cool. Dans tous les cas, tu sais juste que la célérité restera au centre du deck, quand même. Oui. Et le dernier commandant pour les riveteurs, c'est leur seigneur à eux, c'est Ziatora l'incinératrice, un démon et dragon légendaire, 6-6 qui coûte 6 mana dont un noir, un rouge, un vert, qui a le vol, et au début de votre étape de fin, vous pouvez sacrifier une autre créature. Quand vous faites ainsi, Ziatora inflige un nombre de blessures égal à la force de cette créature à n'importe quelle cible, et vous créez 3 jetons trésors. C'est la petite sœur fixée
de Korvold. On peut le dire, en effet. Il y a beaucoup de similitudes, en fait. Quand tu lis la carte, tu fais « Ah, mais en fait, ça fait penser à Korvold. » Le truc, c'est il va falloir avoir des créatures intéressantes qui ont un effet quand elles meurent. Ouais. Ou des créatures qui ont une plus grande force que leur coup de mana. Donc, typiquement, pour ceux qui ont joué ou qui jouent Graven, ils savent de quoi je parle. Ça va être, tu vois, des créatures comme une 8-8 pour 3, mais qui, à ton upkeep, tu dois sacrifier je sais pas combien de trucs. Tu vois. Mais ça, c'est pas grave, parce que si tu la joues pendant ton tour, à la fin du tour, tu le sacrifies avec Ziatora et tout va bien, en fait. Ça va être marrant, parce que du coup, on peut faire un mix avec le deck de Selvala, du coup. Puisqu'on a les 3 couleurs ensemble. Oh oui, exactement. Et puis je pense qu'en vert, je pense qu'en vert aussi, ouais, il doit y avoir pas mal de créatures qui ont il y a deux, trois trucs intéressants. Un downside très naze, et une plus grande force que son coup de mana. Et en fait, de cette façon, bah, tu te retrouves à faire, faire des dégâts à distance. C'est Ziatora qui les inflige, donc encore une fois, vous lui foutez l'infection. Voilà. On n'en parlera pas assez de cette infection, bordel. Bah non, mais mine de rien, quand tu te retrouves un truc où tu dois descendre 120 points de vie, bah moi je suis désolé, en descendre 30 c'est plus facile quoi. Ouais, tout à fait. En plus quand c'est possible avec des capacités qui nous sont offertes, ouais. C'est ça. Voilà. Imagine, tu lui fous le Phyresis dessus, tu tapes un mec à 6, il en a déjà 6, tu sacs un truc, tu mets 4 en fin de tour, le mec est mort. Enfin... Ouais. Voilà, je sais que c'est... Il n'y a pas beaucoup qui aiment bien, mais... Ou alors tu peux la jouer plus gentille, effectivement, et dans quel cas, en fait, tu vas jouer Ziatora aristocrate, parce que tu es dans les bonnes couleurs aussi, donc tu vas mettre tous les effets d'aristocrate, tu vas mettre des créatures qui reviennent grâce au vert, des créatures qui peuvent revenir grâce au rouge, tu peux jouer des cartes comme Feldon, ou comme l'autre, là, qu'on a parlé au début, Vi. Ouais. Voilà, tu peux la jouer de cette façon, qui est beaucoup plus grindy, beaucoup plus lente, mais qui n'empêche, restera très bonne, hein. Très consistante aussi dans sa façon de faire en fait. Ouais. C'est ça. Et dans ce deck là, je pense que Revel in Riches est une vraie win-con. Oui. Créer 3 trésors, ça paraît quand même violent par tour. Après, Ziatora coûte cher, ça c'est le truc, mais c'est justifié par sa capacité. Voilà, oui, on est en jaune, donc du coup, il n'y a pas trop de problème. Mais moi, 2-3 petites choses que je pourrais rappeler également. La réanimation, c'est pas mal. Et il y a aussi 2 capacités qui sont très bien pour les créatures en réanimation, c'est persistance et survivance. Donc voilà. Ça paraît assez cool de jouer avec ces capacités-là, vu que on peut foutre des grosses patates. Je pense que Mikaeus dans ce deck-là, il a l'air plutôt pas mal d'ailleurs. Le petit +1/+1 plus un marqueur pour les créatures qui reviennent. Ouais. Ziatora, elle doit être contente. Ouais, donc voilà, elle est pas inintéressante. En fait, le truc, c'est que par rapport aux 2 autres qu'on a eu jusqu'à présent, je la trouve un peu plus... je vais mettre des guillemets, vous les voyez pas, mais je les mets. Elle est un peu plus fade. Oui. Dans le sens où c'est des effets qui sont très classiques. C'est très fort, mais très classique pour cette paire de cette tricolorité. C'est pas surprenant comme pouvait l'être Conive, même si au final, je pense à Ravine. Raffine. Même si au final, c'est un truc qu'on connaît, parce que on avait Varina qui faisait la même chose. Le deuxième Xander, lui c'était coucou, tuez-moi s'il vous plaît. Enfin, et là il y a Ziatora qui elle est beaucoup plus classique, mais c'est pas plus mal en fin de compte. Je sais pas, c'est. Elle est moins facilement cassable aussi parce qu'elle joue sur les tables de fin. C'est toujours quand ça se déroule à un moment fixe du tour, c'est beaucoup moins cassable. Là où tu vois que Xander, comme on peut faire clonage, réanimation, poète, t'as vu, en fait, le commandant en un seul tour, il peut dégénérer, alors que c'est pas le cas avec Ziatora. Sauf s'il y a l'infection, et que t'as une créature suffisamment. Mais du coup, ça demande un setup. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. On va passer à la famille suivante, qui sont les Cabaretti, les verts, rouges et blancs, dont le seul but est de faire la fête, et de s'enjailler jusqu'au petit matin. Party hard. Exactement. Et on va commencer avec le Nko, qui est Rocco, le cuisinier des Cabaretti. Créature légendaire elfe et druide 3-1, et qui coûte X, un rouge, un vert et un blanc. Quand Rocco, cuisinier des Cabaretti, arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, la mettre sur le champ de bataille, puis mélanger. Oh là là, donc déjà je préciserai une chose, ne vous trompez pas de Rocco, hein, bien évidemment. Ensuite, c'est juste un tutor, sur pattes, et voilà.
C'est comme Chord of Calling, même si Chord of Calling est un éphémère et qu'il a également convocation, tout ça. Mais techniquement, au niveau du coût, avec le X plus 3 colorés à côté, on est sur le même genre de coût, en fait. Donc voilà. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ben, vous faites ce que vous voulez, en fait. C'est ça. Vous êtes en Aya, vous jouez des créatures, donc débrouillez-vous avec ça. Et on garde encore une fois, on garde cette constance de dire que les Unco font des trucs faciles, qui vont bien avec des trucs de base. Là, effectivement, c'est basiquement, tu peux jouer Rocco à 4, à X égale 1, tu vas chercher un dork, et tu continues à jouer. Ouais. Ou tu peux aller chercher une pièce de combo. Donc bon, des combos en Aya, il y en a tout le tour du ventre. Hein. La plus célèbre actuellement étant les combos impliquant Kiki-Jiki. Kiki. Vous pouvez faire Rocopod, ça peut bien marcher aussi. Rocopod avec Kiki-Jiki, avec Gardien Félidar, avec tous ces trucs-là. Dévoted Druide qui va vous donner mana infini avec Vizir de Remède, ou une nouvelle carte dont on parlera dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on avait noté d'autre? Bah, en fait, il y a aussi autre chose qui est assez intéressant avec Rocco, parce que c'est bien qu'il aille tutor et tout, qu'il mette sur le champ de bataille, mais il faut penser à qu'est-ce que vous allez faire avec Rocco pour la suite. Parce que le tuer, derrière, il faut rappeler que vous aurez une taxe de 2 à payer en plus. Le ranimer, c'est pas une bonne idée, parce que justement, vous payez pas de coup de X, donc du coup, ça sert à rien, vous l'avez pas lancé. Donc, le moyen le plus efficace, ça serait en fait d'avoir des moyens de le ramener en main. Et c'est là où ça devient un peu compliqué, parce qu'on n'est pas forcément les meilleures couleurs pour ça. Non. Il y a 2-3 trucs quand même. Il y a 2-3 trucs, mais c'est vrai que on n'a pas forcément les meilleures couleurs. Alors bah, évidemment, la meilleure couleur étant le bleu. Voilà. Ouais, en blanc, il y a quelques cartes sympas. Ouais, en vert, il y en a quelques-unes qui existent aussi. Ouais. Voilà. Bah mais c'est un elfe. Attends, il y a pas un truc qui remonte un elfe dans ta main? Si... Ah non, le parasite, il détape. Il détape un elfe, mais il demande à ce que tu renvoies un elfe en main pour le faire. Bah voilà. Le ranger Kirioné, lui, c'est la forêt que tu renvoies en main. Mais le parasite, donc c'est le symbiote de Brimbois dont on parle, qui est du coup qui permet de dégager un elfe ciblé, du coup en renvoyant un elfe dans votre main en tant que coup. Là, Rocco sera très intéressé par ce genre de carte, en effet. Après, évidemment, vous avez tous les effets du style. Bah, je vais peut-être le conseiller, c'est le Cloudstone Curio, le bibelot de Pierre Nuage, parce que quand vous avez un permanent non-artefact qui arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer un autre permanent qui partage un type avec celui-ci dans votre main. Étant donné que Rocco va chercher une créature quand il arrive en jeu, et que du coup il la met directement en jeu, vous pouvez juste, je tuto avec Rocco, bam, il arrive en jeu, la créature que je vais tuto arrive en jeu, et du coup avec le bibelot, je renvoie Rocco dans la main. C'est probablement l'une des synergies les plus efficaces que je vois là actuellement. Ça permet du coup d'avoir notre tutor qui se renvoie tout seul dans la main parce qu'il est allé tutor. C'est assez intéressant. Voilà, après, vous êtes complètement libre sur la construction. Ça c'est vraiment là, je pense qu'on n'a pas vraiment de conseils à donner parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ça. Tu peux faire tribal, tu peux faire combo, tu peux faire juste stompizo, tu vois, enfin... Voilà, juste penser à un moyen de, effectivement, remonter Rocco ou le renvoyer en zone de commandement si vous n'avez pas peur de... Tu vois, par exemple, avec Food Chain, je pense que ça peut fonctionner. Oui, aussi. Après, juste un petit conseil de construction, évitez de mettre trop de grosses créatures dans votre deck, parce que si elles vous collent à la main, vous allez vraiment le regretter. Mettez plutôt beaucoup de petites créatures pour faire du mana. C'est pas mal, les dorks. Le deuxième commandant des Cabaretti, c'est Ginny Fey, second de Jetmir, qui coûte du coup un hybride Grul, un vert et un hybride Célestien. Et c'est un elfe et druide légendaire, 3-3. Et si vous deviez au moins créer un jeton, vous pouvez faire à la place créer autant de jetons de créatures 2-2 vertes chat avec la célérité, ou autant de jetons de créatures 3-1 vertes chien avec la vigilance. Ouais, Rinesseri, coucou, voilà. Ça c'était le truc facile à dire. Alors, il y a énormément de trucs. Le souci, en fait, quand on a commencé à débriefer la carte, on s'est rendu compte de... Les effets de remplacement, ça va être chiant à régler. Mais en gros, ça va être un deck où vous allez pouvoir... Si vous jouez que Ginny, toute seule, ça va être un deck basé sur les jetons, évidemment, avec le plus de trucs qui disent « Faites un jeton machin ».
dans quel cas vous pouvez soit faire votre jeton machin, soit avoir une créature, donc c'est cool. Mhm. Et vous pouvez soit avoir une créature qui va vite, soit une créature qui est vigilante. Mhm. Les 3 vigilance vers chien, c'est assez rigolo quand même. Ouais, j'aime bien l'idée. Parce que c'est un body qui est bien, bien bourrin et en même temps un très bon défenseur. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, vous allez retrouver les classiques du... Ceux qui jouent Guired voient très bien de quoi je parle. Tous les doubleurs de tokens. Vous allez avoir des boosts pour tokens. Vous allez avoir des créatures qui mettent des tokens. Enfin, Avenger of Zendikar, le truc qui fait un saprobion de partout. Enfin, par upkeep. Tout ça. Même la carte de Zendikar qui te crée 7 ou 8 chiens, 3-1 vigilance, t'es là. Ou alors 8 chats, 2-2 célérité, t'es là. Oh oh. Bah, c'est ça, c'est ça. Et on avait noté la carte de Modern Horizon 2. Celle qui dit que si tu veux faire un trésor, tu fais un trésor, un food et un clou. Puisque cette édition, on peut faire des trésors de toutes les façons possibles. Et dans quel cas, en fait, du coup... Thibaut, je te laisse expliquer à peu près comment ça va se passer si jamais j'ai lui et que je vais un truc qui fait un trésor. Ouais, alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que là, on parle d'effet de remplacement. C'est, si il devait se passer ça, à la place, vous faites ceci. Ou vous pouvez faire ceci dans ce cas-là. En fait, les effets de remplacement, étant donné qu'elles concernent vos propres créations de jetons, c'est vous qui allez les créer, eh bien, vous allez pouvoir les appliquer dans l'ordre que vous voulez. Et du coup, ici, évidemment, la bonne logique avec l'Académie Manufactor, dont parle Emric, c'est de dire, ok, je vais créer un trésor, mais à la place, je commence à appliquer le premier effet de remplacement de l'Académie Manufactor, je vais créer un jeton food, un jeton trésor et un jeton indice. Et derrière, j'applique l'autre effet de remplacement, parce que là, le jeu voit que je veux créer maintenant 3 jetons différents. Et Ginny Fey me dit « Ah ouais, mais attends, moi j'en ai fait de remplacement aussi. » Donc du coup, maintenant, je vais appliquer l'effet de remplacement et je peux remplacer, du coup, ces jetons en disant « Bah ok, je vais faire à la place des chiens ou des chats. » Voilà. Et si jamais vous avez un doubleur de jetons, bah vous ferez le double, quoi. Il n'y a rien d'énorme là-dedans, c'est juste la multiplication pour ça. Mais voilà, c'est super intéressant parce que vous avez moyen de... juste de partir en ayant le commandant plus l'Académie Manufactor, vous avez moyen à partir de un jeton à créer, un trésor à créer, vous avez moyen de partir en fait sur, bah en fait à la place je vais avoir 3 créatures. Ça rend le tout assez débile en fait, ça montre que Ginny Fey, et surtout, parce que comme c'est pas noté que c'est un jeton de créature que vous deviez normalement créer, eh ben vous pouvez faire ça avec tout. Je veux dire par exemple les foods, pareil il y en a qui sont générés de manière un peu random, hein. Il me semble que le terrain vert crée un food, la hutte... Ouais, la maison en pain d'épices. La maison en pain d'épices, voilà c'est ça. Et t'es là, elle crée un food également, t'es là, bah ouais, en fait c'est faisable aussi. Les jetons trésors aujourd'hui on en chie partout, excusez-moi, mais voilà. Donc les petits jetons à la con, on en a pas mal, plus bah voilà, ceux qui sont créés parce que tu joues des terrains, etc. Enfin t'as plein de choses qui existent aujourd'hui. Le jardin de Kalni par exemple, qui est un terrain qui, quand il arrive en jeu, te donne une 0-1 plante, bah avec Ginny, ça te donne une 2 de célérité quoi. Ouais. C'est assez violent en fait, c'est des cartes qui deviennent très puissantes avec Ginny parce que son effet de remplacement il est simple mais efficace aussi. Donc voilà. Ouais. Et la flexibilité aussi de pouvoir créer 2 jetons qui sont relativement différents. Je vais pas dire radicalement non plus, je veux dire si le chien avait été 1-3 j'aurais dit oui radicalement. Mais là voilà, il y a le côté violent mais défenseur et le côté du chat avec vraiment hop je t'attaque tout de suite, c'est ninja quoi. Voilà. Ouais. Ce qui rend d'ailleurs, je me rends compte que ces chats, ils rendent le deck très oppressif, mine de rien. Parce que oui. Tu te dis, en fait les adversaires ils vont se dire, attends, il suffit qu'ils créent beaucoup de jetons durant ce tour-ci, et on peut peut-être potentiellement avoir un joueur qui va perdre 20 points de vie d'un coup. Juste parce qu'il aura créé beaucoup de jetons, quoi. Et enfin, faudrait créer 10 jetons. Bah ça se fait, hein. Honnêtement, les decks jetons, en fait, si t'as un minimum de setup déjà en place, c'est fini, hein. Non, tu peux les faire quoi, c'est ça le pire en fait, c'est que jeton c'est une stratégie qui reste efficace. Donc on a omis de parler de toutes les cartes où il y avait marqué peuplé aussi. Oui non mais là honnêtement faites bon, votre liste, voilà, là on va pas faire le cabas de place non plus quoi. C'est ça, les gens ont compris. Autant dire que c'est un très bon commandant qui a... Waouh, il y a du potentiel quoi. Et en parlant de potentiel, on va parler du gros papa-chat des Cabaretti, c'est Jetmir, le Nexus des célébrations. Créature légendaire chat et démon 5-4 pour un mana générique, un rouge, un vert et un blanc. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et ont la vigilance, tant que vous contrôlez au moins 3 créatures.
Les créatures que vous contrôlez gagnent aussi +1/+0 et ont le piétinement tant que vous contrôlez au moins 6 créatures. Les créatures que vous contrôlez gagnent aussi +1/+0 et ont la double initiative tant que vous contrôlez au moins 9 créatures. C'est la violence ultime, on est sur un commandant qui est une antienne à lui tout seul, alors qu'il demande un setup pour être une vraie antienne, mais... Enfin... Je crois qu'il y a tout là, honnêtement. Je pense que, à part donner le vol à la place d'une autre capacité, je sais pas ce qu'il y aura. Ouais, ou le contact mortel potentiellement aussi. Mais c'est vrai qu'on a la vigilance qui est vraiment très intéressante de manière générale. Le piétinement, c'est super. Voilà, il aurait pu donner le vol à la place du piétinement. Non, je déconne. Et la double initiative, quoi, c'est extrêmement violent. D'autant plus que, bah mine de rien, 3 créatures, 6 créatures ça va, 9 ça va devenir un peu plus compliqué. Mais si vous le jouez dans un jeu jeton en fait, ou go wide, hein, avec beaucoup de créatures sur le board, de petites créatures, ça fonctionne. Et on avait une idée à la con, hein, Emmerich, tu t'en souviens, mais c'était vraiment débile. C'est qu'il est possible, parce que le boost de Jetmir s'applique à lui-même aussi. Donc du coup, si jamais vous arrivez à 9 créatures, oh là là, Jetmir est un gros chaton, c'est une 8-4 vigilance piétinement double initiative, déjà tu te dis, double initiative avec un commandant, et en fait il y a moyen de jouer Jetmir Voltron, mais attention accrochez-vous, Voltron pas en mode aura et équipement, parce que si on veut le booster avec sa propre capacité, on a besoin de créatures. Non, il faut le jouer Voltron en jouant des créatures qui donnent elles-mêmes des boosts aux autres créatures. Du coup tu joues Voltron antienne. Tu joues avec des créatures qui se boostent mutuellement, et tu fais en sorte que Jetmir, du coup, il puisse bourrer comme un gros sac, et derrière tuer l'adversaire. C'est... Voilà. C'est une façon à la con de le monter. Honnêtement, moi je vous conseillerais quand même avant tout la version jeton ou go wide. Oui, le commandant et les cabaretiers en général, d'ailleurs, se veulent être une maison qui est très simple. Simple, non pas parce que les cartes sont pas beaucoup de texte, mais simple dans leur façon de fonctionner. Donc allez-y, comme c'est comme Genie. Genie c'est fait pour faire des jetons. Rocco c'est fait pour jouer des bêtes. Jetmir c'est fait pour avoir plein de bêtes sur le board, c'est tout. On peut tordre les règles et faire d'autres trucs, mais moi je serais surtout pour Jetmir, je serais plus d'avis pour le coup d'être vraiment le plus basique possible. Quitte même à ce que vous le mettiez dans des decks plutôt que de le jouer à la tête, tu le mets dans un deck, même dans un deck il sera bon en fait. Ah oui. Parce que dans les couleurs là, t'auras systématiquement quelque chose quoi. Que tu joues Rinneseri, donc tu joues Tribal Chat, bah il est très bon, parce que t'auras souvent des chats et des chiens, donc en fait tes 9 créatures t'y arrives beaucoup plus vite que tu ne le penses. Si tu joues Gired, bah pareil, il y a que peut-être ceux qui... Si tu joues Dinosaure, je suis pas sûr que Jetmir soit... Bof. Ouais. Mais enfin je pense pas que t'auras 9 créatures quoi. Et encore hein, ceux qui jouent, c'est Guichat. Ouais. Si tu joues Guichat et que tu piffes juste, tu peux avoir beaucoup de créatures rapidement aussi. Hein. Ouais. Après, je pense que même donner +1/+0 et la vigilance des dinosaures sera déjà un bon effet, donc... Ouais. Donc, même ça, c'est discutable. Ouais. C'est ça. Ouais. Non, c'est un commandant qui est très intéressant, et que je trouve finalement assez simple, hein, en comparaison. C'est vrai que tu te dis, bah finalement les cabaretis, les 3 commandants sont relativement simples dans leur fonctionnement, quoi. Et on va finir avec la dernière famille, promis, on est bientôt au bout, hein. C'est la plus belle, ce sont les courtiers. Ils ont un joli nom aussi, du coup, ce sont les bleus, blancs, verts, les Bantes, anciennement, sur Alara. Et on va commencer avec le commandant Unco, l'Agrella, la Pie, qui coûte un vert, un blanc et un bleu. C'est une 2-3, humain et soldat. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, exiler n'importe quel nombre d'autres créatures ciblées contrôlées par des joueurs différents, jusqu'à ce que l'Agrella quitte le champ de bataille. Quand une carte exilée arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle de cette manière, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Il y a beaucoup de texte, hein. Ouais, pour une uncoupe, comparé aux autres, ouais, c'est ça qui est le plus de comparé texte. aux autres. Ok, donc on va jouer un truc Bant qui est relativement classique, ça va être Bant Blink. Tu vas essayer d'abuser de l'effet de l'Agrella pour soit enlever un truc gênant, soit et t'en débarrasser. Enfin, t'en débarrasser temporairement, bien sûr. Soit pour continuer à créer de la value sur tes propres créatures, avec comme incidence aussi d'enlever un truc en face. En plus, c'est Eni, donc t'es même pas obligé. C'est intéressant en fait parce que le côté justement où tu peux blinker tes propres créatures, c'est pas non plus avec une obligation d'exiler des créatures adverses aussi.
Du coup, soit tu peux la jouer en gestion, soit tu peux la jouer en préparant un blink. C'est ça. Il y a de la flexibilité en fait. Ouais. Et du coup, on a pensé à 2 cartes qui étaient intéressantes pour jouer avec la Grella et pour tirer parti des créatures adverses. C'est les Ferry Artisans. Donc Ferry Artisan, en fait, qui dit que quand une créature elle arrive sous le champ de bataille, sous le contrôle d'un adversaire, vous créez un token qui est une copie de la créature qui est arrivée. Donc du coup, avec la Grella, on peut décider de quelle créature on va exiler chez l'adversaire. Elle va revenir, la créature adverse va revenir, et vous allez gagner une copie de la créature qui est revenue. Voilà. Et encore une fois, hein, la boucle Narumea, Ghostly Flicker, elle est là, et elle va pouvoir briller ici, dans le sens où, du coup, vous allez pouvoir faire une infinité de TB. Ouais. Ça a l'air assez débile, en effet. Après, il y a probablement des choses à faire autour du fait que tes créatures, les créatures que tu as exilées qui reviennent en jeu, gagnent des marqueurs. Donc, peut-être quelque chose à faire là-dessus. Oui, aussi. Hein. Un Nozolite, par exemple. Ouais. Dès qu'elles vont quitter le champ de bataille, tu peux stacker tes marqueurs sur l'Ozolite aussi. Faire une énorme créature qui a la célérité à la fin, attaquer, tuer un joueur. Ouais. Après, il y a probablement des utilisations, par exemple, en retirant les marqueurs de la créature avant qu'elle soit à nouveau exilée. Ouais. Ça va être possible. Voilà, ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir. Le pack est peut-être moins évident que les autres Enco qu'on a vus. Ouais. Après, ça peut être simplement, je blink la Grella. Alors, blink, je rappelle, c'est exiler puis renvoyer sur le champ de bataille, voilà. Donc, c'est vrai qu'on l'a pas précisé. Mais du coup, ça peut être très intéressant, en fait, de jouer autour de ça, puisque elle exile temporairement, et derrière, utiliser du blink dessus, ça peut être super interactif, en fait, aussi vis-à-vis des adversaires, des gestions, etc. Donc, ouais. Il y a des choses à faire, quoi. Il y a des choses à faire. La deuxième créature, c'est Rigo, le mentor des rues, créature légendaire chat et citoyen 2/2 pour un mana hybride Célestia, un blanc et un mana hybride Azorius. Rigo, le mentor des rues, arrive sur le champ de bataille avec un marqueur bouclier sur lui. Donc s'il devrait subir des blessures ou être détruit, retirez un marqueur bouclier à la place. Et à chaque fois que vous attaquez un joueur ou un Planeswalker avec au moins une créature de force inférieure ou égale à 1, piochez une carte. Je précisais le marqueur bouclier du coup un petit peu. Le marqueur bouclier en fait, alors on a ce côté, ah ouais c'est une bonne protection parce que s'il devait être détruit à la place tu retires le marqueur bouclier, mais il y a un autre souci, c'est que si jamais il subit des blessures, eh ben ça doit pas être des blessures mortelles, c'est juste des blessures tout court, s'il prend un dégât, il perd le marqueur en fait. Donc voilà, c'est intéressant, mais il y a aussi moyen de contrer assez facilement cette capacité là, même si c'est plutôt original en fait. C'est ça. Et j'ai vu un commentaire qui m'avait fait bien marrer, c'est que c'est peut-être la meilleure carte pour piocher en mono blanc. Alors, voilà, je vais éviter d'insulter en pleine vidéo, mais quand même. Surtout que, honnêtement, en fait, il y a un truc qui me dérange énormément dans Rigo. Alors, j'aime beaucoup sa capacité, c'est vraiment le petit Winnie White, encore une fois. J'aime bien parce qu'on dit Winnie White, c'est un appel de langage, mais c'est le Go Wide, en fait. C'est vraiment les petites créatures et tout qui attaquent, et du coup, tu peux piocher. C'est intéressant, mais il y a un énorme souci, c'est que Rigo, il a une force de 2. Donc du coup, il peut pas déclencher sa capacité lui-même tout seul. Et c'est quand même extrêmement con. Donc voilà. Ouais. C'est bien dommage. Moi, je l'aurais bien vu 1-3 par exemple, et que il puisse faire piocher, quoi. Voilà. Il puisse au moins faire piocher lui-même. Ouais, là c'est dommage. Ouais, voilà. Ouais, non, mais t'as raison, ça va être Winnie White. Allez, des petites cartes sympas comme ça, pêle-mêle, que vous pouvez ajouter si Rigo vous intéresse pour un deck aggro. Vous pouvez jouer Tetsuko Mizawa, qui dit que du coup, vu que vos créatures elles ont une force inférieure ou égale à 1, elles peuvent pas être bloquées. Donc vous êtes sûr de pouvoir connecter, même s'il suffit d'attaquer pour piocher, mais vous êtes sûr de connecter et pas de mourir. Toski, qui va bien aussi. Edric, qui va copier aussi le truc de Rigo, donc comme ça vous allez pouvoir encore plus piocher. Voilà, pour moi ça va être les 2-3 cartes assez faciles à mettre en place là-dedans. Il y a un commandant aussi dans lequel vous pouvez jouer Rigo qui paraît intéressant, c'est Arcades. Avec les jeux murs. Aussi. Voilà, parce que les murs qui attaquent, c'est fort quand Rigo est là. Donc voilà. C'est ça, et généralement ils ont pas plus de 1 de force les murs. Oui. Sauf exception. Sauf, quelques exceptions en effet. Mais c'est de la value pure, hein, Rigo, c'est juste, voilà, on va piocher. Puis avec les cartes que Emmerich vient de vous conseiller, ça va être on va piocher encore plus. Parce que voilà, j'ai envie de piocher. C'est ça. C'est un peu la violence, la pioche, le deck il va se vider à une vitesse. Et on va finir du coup les courtiers et les commandants de cette édition avec Falcospara, le tisseur de pacte, un oiseau et démon
qui coûte 4, dont un vert, un blanc et un bleu. C'est une 3-3 avec le vol et le piétinement. Et quand il arrive sur le champ de bataille, avec un marqueur bouclier sur lui, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment, et vous pouvez lancer des sorts depuis le dessus de votre bibliothèque en retirant un marqueur d'une créature que vous contrôlez, en plus de payer ses autres coûts. Ouais, c'est quand même très spécifique, encore une fois. Mais c'est pas inintéressant. Il y a pas que des marqueurs... Enfin, en fait, en regardant, on avait commencé à réfléchir avec des marqueurs plus 1, des machins. Mais en fait, le truc, c'est que il y a d'autres marqueurs qui existent. Notamment les marqueurs, tu sais, sur les... c'est ce que je disais, c'est les marqueurs des créatures qui ont l'entretien cumulatif. Ouais. C'est malheureusement pas top, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et elles sont vraiment pas bonnes. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais c'est un type de marqueur qui existe. Ouais, les marqueurs temps, ouais. Vous pouvez aussi vous amuser à proliférer bêtement dessus. Vous allez pouvoir jouer... Enfin, voilà. Ça va être un... C'est un deck qui, en fait, va pouvoir... Tant que vous allez pouvoir avoir trouvé du gaz et trouver des cartes qui ont des marqueurs, vous allez pouvoir continuer à jouer votre jeu correctement. En plus, il y a des façons de mettre des marqueurs assez régulièrement. Il y en a qui ont pensé déjà... Allez, peut-être que vous aussi, à la fameuse dévotée de Doride, la druidesse dévouée, il me semble, en français, qui du coup, elle se met des marqueurs -1/-1 sur elle pour se dégager, continuer à faire du mana, etc. Donc du coup, vous pouvez très bien retirer ce marqueur pour utiliser ça. Il y a la persistance, évidemment, pareil avec la survivance, même si elle est moins présente dans ces couleurs-là. Donc voilà, c'est des capacités qui fonctionnent plutôt bien. Les marqueurs capacité d'ailleurs aussi. On en parlait, mais Ikoria les a introduits, ils sont revenus à quelques occasions. Là, il y en a quelques-uns qui reviennent, il me semble également en dehors des boucliers. Donc voilà, j'ai plus en tête, mais bon, on en parlera dans la prochaine vidéo, bien évidemment. Ouais. Mais, alors, pour ceux qui se posent la question, ouais, mais on fait quoi avec notre oiseau là qui traîne en zone de commandement? Bah en fait, vous pouvez faire un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir jouer avec le dessus de la bibliothèque et le fait de retirer des marqueurs, eh ben ça peut être puissant. Ça peut être relativement puissant. Il y a des builds qui sont déjà en train de se construire, on a déjà commencé à faire des tests un petit peu. C'est assez étrange, mais finalement la plus-value de pouvoir avoir accès à une carte de plus, c'est quand même énorme. Donc Falco, il peut vraiment être très très débile pour le coup. Mais alors, à titre purement personnel, je pense que c'est des 5 patrons, chefs de famille, appelez comme vous voulez, c'est celui qui m'attire le moins. Trop générique? Non, je sais pas, c'est le principe de jouer une pile de good stuff avec des marqueurs que tu peux jouer depuis le dessus de ta bibliothèque. Oui, c'est ce que j'entendais par trop générique en fait, c'est ouais, ça. Ouais. Il n'y a pas vraiment de direction claire, c'est que tu peux faire un peu ce que tu veux et le good stuff va peut-être être trop dominant. Ouais. Même si à mon avis, il faut quand même un équilibre et pas mal de cartes qui jouent avec les marqueurs, sinon ça pue. Ça pue. Un petit bilan de cette édition et des commandants? Eh bah, relativement positif, je trouve. Je suis vraiment très surpris de la qualité des Zonko. Ouais. C'est vraiment, je l'ai dit tout le long de la vidéo, donc vous le savez. Mais pour moi, c'était vraiment l'excellente surprise. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient réussi à se détacher, quasiment pas toutes les familles, mais presque, de l'image qu'on avait, qui était assez ancrée à cause de Alara, puisque Alara était là depuis longtemps. Donc c'est bien qu'on n'ait pas eu des Esper, enfin, que les Obscura ne soient pas des Esper, tu vois. Ouais, qu'il y ait une distinction, vraiment. Les Maestros, voilà, c'est ça. Que le fait d'avoir des... Ouais, mais même dans leur mécanique, on en reparlera pendant le set, quand on fera le truc du set, mais les mécaniques, en fait, ça se sent différent, et ça, c'est cool, en fait. Ouais, il y a une vraie distinction, là où c'est vrai, où sur Strixhaven, j'avais l'impression qu'il y avait certaines familles qui étaient... Enfin, certaines écoles, on pense bien évidemment au Quandrix, pardon, du coup, qui se ressemblaient un peu beaucoup. C'est vrai que là, il y a une grosse distinction. Alors après, on peut toujours essayer de trouver des parallèles et dire oui, mais ça fonctionne avec ça, c'est un peu pareil. Oui, mais honnêtement, de manière générale, il y a vraiment quelque chose de nouveau, en fait, je trouve. Et ça donne envie, vraiment. Je te rejoins sur les Unco, même, c'est assez impressionnant, mais moi, les Unco et les rares m'attirent plus que les mythiques. Oui. Je les trouve sympas à jouer avec des éléments de build très originaux en fait. Là où c'est vrai que les mythiques, entre ceux qui sont oppressifs, ceux qui sont un peu dans ce qu'on a déjà vu, même si c'est pas les mêmes couleurs, c'est vrai que voilà, je suis pas encore trop tenté.
Mais bon, ça ne vous empêche pas évidemment de construire autour. Et n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours sur ces commandants. En tout cas, moi je suis chaud. Et dites-nous quelle est la créature légendaire qui vous donne envie d'être build le plus vite. Ouais. Dès que vous allez pouvoir mettre les mains sur Capella. moi je vais faire l'ange. Je vais le tenter Bravo. tout de suite. Allez hop, on est parti. Ah, moi c'est vraiment Rhino Boy et la Unco Maestro. C'est vraiment les deux qui m'ont... Et c'est des Unco en fait, c'est ça qui me choque quoi. Enfin, ouais. J'ai arrêté de compter à combien de decklists j'ai build par le passé. Parce que on approchait des 200 et que ça devenait chiant à compter. Mais enfin... Ouais, ça fait longtemps que j'étais pas autant hypé par des Unco. Si, il y avait Tatiova à l'époque. Mais c'est vrai que sinon... Mais j'avoue que là, moi c'est probablement l'une des éditions où j'ai envie de me remettre à builder des commandants. Là où c'est vrai que je l'ai pas fait durant les quelques dernières, où j'étais pas autant à me dire « Ah attends, j'ai envie de me faire un petit deck là, tranquille ». Et c'est plaisant, c'est très plaisant en tout cas. Ouais. Bon, ben on se voit dans la prochaine vidéo pour parler des cartes de l'extension. Il paraît qu'il y a aussi Yes. beaucoup de choses à dire. Il y a des bonnes cartes. Il y a des bonnes cartes, voilà. Sur ce, on se laisse là, et puis bah donnez-nous vos avis dans les commentaires, et à la prochaine. Salut à tous! Salut!